Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente L'Entretien, un podcast produit par Béline Dola et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Je sais où je vais parce que je l'ai écrit, et en même temps où je vais va s'inscrire dans ce que je rencontre. Et s'il faut prendre un chemin qui n'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais pour aboutir à ce que j'avais prévu, c'est le Hic-et-Nunc, c'est le ici maintenant de la représentation. Et finalement, en tant qu'administrateur, en tant que scénographe, en tant que metteur en scène ou en tant qu'acteur, c'est exactement la même chose. Bonjour, nouvel épisode de L'Entretien, le podcast mensuel de la Comédie Française, 1 heure et parfois un peu plus sans doute aujourd'hui, pour découvrir ou redécouvrir le parcours d'un artiste, d'une artiste, de la troupe, d'un ou d'une artiste invitée aujourd'hui. Épisode exceptionnel, hors norme, un peu à l'image de notre invité Éric Ruff. Bonjour. Bonjour Béline. Alors, vous êtes administrateur général de la Comédie Française depuis 11 ans. Vous dirigez à la fois Richelieu, le théâtre du Vieux-Colombier, le studio théâtre, l'atelier de Sarcelles, les réserves des costumes, un bâtiment historique. Voilà, j'en oublie sans doute. Vous êtes également comédien, vous êtes enfin metteur en scène et scénographe. Vous quitterez vos fonctions d'administrateur général cet été, comme le contrat l'exige, au terme de 3 mandats rondement menés. Pendant cet entretien, bien sûr, nous allons revenir sur ces années de direction que nous avons déjà évoquées un certain nombre de fois à cette antenne, ailleurs, notamment au Vieux-Colombier. Vous avez permis à cette institution d'évoluer à bien des égards, dans bien des domaines, et pas uniquement le domaine artistique. Sans doute ces années vous ont-elles permis à vous aussi d'évoluer, de grandir, en participant, c'est un mot que vous aimez bien, à cette entreprise, à ce projet plus grand que vous et qui s'inscrit dans une histoire qui commence dès 1680. On a, je le disais, beaucoup parlé ensemble depuis quelques années de ce que vous faisiez comme directeur, comme administrateur général, de vos choix, de vos combats. Je pensais avoir tout dit. Non, sans doute que non, mais j'aimerais bien qu'on revienne finalement à des choses dont on n'a jamais parlé ensemble, et sur ce média de la Comédie Française, au tout début, et qu'on retourne à Belfort, qui est l'endroit où vous avez grandi. Oui. À quoi ça ressemble l'univers de petit Éric Ruff à Belfort, quelle est l'esthétique de cette ville, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous écoutez, qui voyez-vous, quelles sont vos amitiés, à quoi vous pensez, est-ce que vous vous en souvenez? Oh là, oui et non. Alors, à quoi ressemble Belfort? Votre Belfort. J'ai toujours tendance à en faire un portrait pas si joli, et en même temps, je m'aperçois à chaque fois que je vais au musée du costume à Moulins-sur-Allier, qui est finalement une ville assez proche au niveau de son architecture. Ce sont des villes qui n'ont pas beaucoup d'immeubles. À l'époque, il y en avait pas beaucoup, traversées par un fleuve. Alors, le fleuve, l'Allier, est beaucoup plus grand que la Savoureuse, mais il n'en reste qu'à chaque fois, j'ai cette sensation de plein ciel qu'on n'a pas du tout à Paris, parce que les immeubles et les rues sont plus larges, sans doute à Belfort, ou en tout cas moins encombrés d'étages. Donc je m'aperçois que c'est un peu une Madeleine de Proust quand même. Je vis avec mes parents et mon frère et mes 2 sœurs dans un appartement qu'on appelle le privé, parce que mon père a de l'autre côté du palier ce qu'on appelle le professionnel. Voilà. Il est médecin. Il est médecin, et dès qu'il a un truc un peu important à nous dire ou une rince à nous faire subir, on va au professionnel. Voilà. Et il est derrière son bureau de médecin, et mon frère et moi, généralement, on fait toujours des bêtises assez communes, donc on est convoqués tous les deux. Et il y a des sièges tournants, en face. Et notre désir d'enfant est de tourner avec ces sièges, ce qui met mon père hors de lui, mais on ne peut pas mettre un enfant sur un siège qui tourne sans qu'il ait tendance à tourner. Donc je me souviens de ça. L'appartement est très long, très étroit et très long. On avait chacun notre chambre, donc absolument pas à se plaindre, mais c'est un appartement... Je crois que mon père a dû l'acheter quand j'étais tout petit, pendant que l'immeuble se construisait, vraiment au bord de la Savoureuse pour le coup.
Et il est très années 70 pour le coup, parce qu'il y a de la moquette au mur. Il y a de la moquette au sol et de la moquette au mur. Il n'y en a pas au plafond. Mais il y a une impression, j'ai toujours eu cette impression de touffeur, de chaleur, notamment l'été. Il peut faire très chaud à Belfort. C'est une ville qui est vraiment coincée entre les Vosges et le Jura. On appelle ça la trouée de Belfort. On dit, et c'est assez vrai, qu'il y pleut souvent, parce que les nuages s'amassent et se soulagent avant de passer au-dessus, entre les Vosges et le Jura. Et c'est un petit territoire. Historiquement, c'est resté à la France quand l'Alsace et la Lorraine partaient à l'Allemagne. Donc une espèce de fierté locale, comme ça. Tout le monde est persuadé que c'est grâce à l'héroïsme de ces combattants. Je pense qu'il y a eu de la géopolitique là-dedans qui a déterminé ça. Mais voilà, je me souviens que petit, nous étions le plus petit territoire de France. Des fois, on est fier d'être le plus grand, et de temps en temps, on est fier d'être le plus petit. Au moins, ça distingue. Une enfance tout à fait assez heureuse, avec une mère extrêmement couvante, faisant vraiment l'équilibre par rapport à mon père, qui lui est très, très peu expressif de son affection. Il fait partie de ces pères où on apprend au bout d'un moment par la bouche de sa mère ou par d'autres qu'il nous aimait, mais dont les preuves ne sont pas récurrentes, ne sont pas directes ni fréquentes, mais on joue une enfance plutôt privilégiée, parce qu'on a pu faire, moi j'ai pu faire du théâtre, mes sœurs ont fait de la danse, on a fait chacun un instrument de musique, voilà, moi j'ai fait du basson pendant assez longtemps. Pourquoi vous faisiez tous de la musique? Parce que mon père était tout le monde à la musique. Mon père était très mélomane, et je pense que c'était une espèce de passage obligé d'une éducation bourgeoise, voilà, avec on faisait du catéchisme aussi, un côté protestant, et puis ma grande sœur faisait du clavecin, l'autre de la flûte traversière, mon frère faisait du hautbois, et moi je faisais du basson, voilà. C'est le moins bourgeois des quatre le basson. Instruments. Ouais, bah, c'est un drôle d'instrument, très beau, hein, mais alors pour le coup, quand on n'est plus en orchestre ou en musique de chambre, faire du basson tout seul, c'est un grand moment de solitude. C'est radical. Absolument. Est-ce que vous pensez que cette esthétique, ce paysage urbain, ce ciel a structuré une part de ce que vous êtes? Ou est-ce que finalement les choses adviennent plus tard, quand vous arrivez à Paris, que vous choisissez votre destin? Non, je pense qu'on a les pinceaux trempés dans son enfance, toujours. Je ne pourrais pas dire que les décors que je peux faire sont absolument liés à ce grès rose de Belfort, à ces immeubles assez défraîchis. Ça a été beaucoup repeint maintenant un petit peu à l'allemande. Quand j'étais môme, c'était une phase un peu de désintérêt. Voilà. Donc les trottoirs étaient un peu défoncés. Ça peut faire écho. Les immeubles étaient assez anciens. Mes parents avaient une femme qui nous a élevés, qui était là beaucoup, qui faisait le ménage. Et puis finalement, on était tout le temps avec elle, Nina, une Italienne, que j'embrasse là où elle est. Et on allait de temps en temps chez elle, qui était dans un village, un bourg limitrophe de Belfort, hein, au bord d'une nationale, comme ça. Elle avait des oiseaux chez elle, j'aimais beaucoup. Et il leur écoutait, parce qu'il la regardait, écoutait, j'en sais rien, la télévision toute la journée. Et puis de temps en temps, j'allais dormir chez eux, et son mari, on l'appelait Pépère. Voilà, et Pépère ne voulait pas nous ouvrir, il était très blagueur. Il disait, qui c'est? On disait, c'est nous, Pépère, c'est nous, c'est les Ruffes. Et on l'entendait, Lina, c'est les bourgeois. Voilà, qui arrivent. C'était un couple assez extraordinaire. Et alors, la maison, ça me fascinait parce qu'il y avait encore comme c'était au bord d'une nationale, il y avait encore des traces de la guerre, pour le coup. Et il y avait même au-dessus de leur tête de lit des impacts de balles. Ça me fascinait totalement parce qu'ils n'avaient jamais réparé cette chose-là. Et c'était une espèce de maison mi-urbaine, mi-campagne, avec du charbon dans la cave, un potager sur le côté. Donc je crois que l'amour des matières est de là. Mais j'ai eu une enfance dolente. Le temps était long. Je me suis beaucoup ennuyé, et en même temps, l'ennui amène toujours sur le jeu, les inventions, etc. Donc,
J'avais des centaines de petits soldats, je jouais avec ça, j'étais très, très joueur en solitaire pour le coup. J'étais le dernier de la fratrie, donc Jean-Yves jouait à autre chose et mes sœurs étaient vraiment dans autre chose, donc j'étais assez seul à jouer. C'est les époques où le dimanche, tous les enfants s'emmerdaient dans l'immeuble parce que tous les parents disaient « ne va pas les voir, on ne dérange pas les gens le dimanche ». Donc chacun était obligé de jouer en solitude, en sachant que les copains n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on puisse jouer ensemble. Je me souviens très bien aussi du mois d'août parce qu'on allait en juillet en Bretagne et le mois d'août, mon père, je crois, commençait à travailler assez tôt ou alors avait besoin de se reconcentrer, regarder ses dossiers. Il était cardiologue, mon père. Et donc on revenait toujours, il y avait la Bretagne en juillet, ensuite j'allais aux éclaireurs, les scouts protestants, j'adorais ça. Puis ensuite, il y avait 15 jours, je me souviens de la chaleur étouffante de Belfort à ce moment-là et de l'odeur douce amère, comme dirait Claudel, de la savoureuse. Parce que, évidemment, que c'est une rivière liée au ballon d'Alsace, donc elle est vive, cavalcadante à la fonte des neiges. Et l'été, il y a un filet d'eau avec tout ce que ça veut dire d'odeur croupie, mais d'une odeur croupie dont je me souviens avec bonheur de la longueur de ces jours-là. Voilà. Le théâtre, la musique, la poésie, ça arrive à quel moment? Vous n'avez pas vraiment de passion, enfant. Vous tournez autour de 2-3 choses, vous dessinez. Je dessine beaucoup, ouais, je dessine beaucoup. Alors j'ai appris par la suite que mes 2 grands-pères dessinaient, plutôt très bien. Mes 3 enfants dessinent, plutôt très bien. Mais mes sœurs et mon frère ne dessinaient pas et mes parents non plus. Donc je ne sais pas exactement d'où c'est venu. J'ai dû commencer à dessiner, ils ont dû m'encourager comme n'importe quel gamin qui dessine, mais je dessinais énormément, beaucoup à l'école, évidemment, beaucoup pendant les cours, et ça, c'était un petit peu mon truc à moi. D'ailleurs, j'ai voulu en faire à un moment mon métier, puis j'ai bifurqué par la suite. La musique, comme je vous l'ai dit, c'était presque une injonction familiale, mais tant mieux, alors même si je serais incapable de rejouer du basson. Essayez. Je l'ai abandonné depuis plus de 30 ans, 35 ans. Je m'y remettrai peut-être un jour. Mais j'ai la chance de savoir lire le solfège et d'avoir une oreille musicale. Je n'ai pas l'oreille absolue, malheureusement, mais ça m'a beaucoup aidé dans mon métier. Quand vous faites de la mise en scène d'opéra, quand vous êtes récitant l'opéra, le fait de savoir lire une partition, de savoir où est-ce qu'on en est, savoir dans une page d'orchestre lire à peu près la ligne principale et savoir la repérer, c'est vraiment un atout. C'est une injonction que j'ai donnée à mes enfants aussi. Vous les avez mis au solfège? Je les ai mis à l'instrument et au solfège. Ils ont tous maintenant, pour l'instant, parce que c'est des jeunes adultes abandonnés, mais je sais qu'ils peuvent y revenir. Et en tout cas, ils ont cette formation. Et la poésie, j'allais presque dire qu'elle n'est jamais venue, en tout cas par les livres. Je suis encore maintenant assez incapable de lire des poèmes. C'est une matière, un solfège pour le coup, celui-ci que je ne connais pas. Et pourtant, je suis très sensible à la poésie des êtres et des choses, mais ça passe par un autre canal, c'est pas un canal littéraire. Voilà. Le roman, oui, les nouvelles, oui, mais la poésie pure, pour le coup, j'ai toujours du mal encore maintenant, j'ai du mal à la lire et à m'en émouvoir et à la reconnaître à la lecture. Dans la vie, oui. Les mots, les textes, les auteurs, tout ce qui fait votre vie aujourd'hui, ça arrive quand, à quel moment? Assez tard, alors collège-lycée, je lis ce qu'on me demande de lire avec le côté rétif de n'importe quel élève, lorsqu'on nous demande de lire quelque chose, avant la fin des vacances. Un peu les titres obligés, dont d'ailleurs j'ai dû les relire plus tard, parce que je n'en avais aucun souvenir, parce que je lisais en boudant, je pense. Je lisais en ne voulant pas lire. Donc je les ai lus plus tard. Je crois, c'est en commençant à faire du théâtre, je pense. C'est passé par le corps et la voix et quelque chose de plus incarné? Oui, ou alors tout d'un coup, je me suis aperçu que la lecture faisait partie d'un grand tout. Et que ce n'était pas une espèce de matière obligée, un passage obligé. Les études de théâtre sont magnifiques dans le sens où c'est la maïeutique et c'est propédeutique, c'est-à-dire que tout sert tout le temps. Je dis tout le temps que tout est bon dans le cochon théâtral, il n'y a pas une chose qui ne peut pas servir. Donc la lecture, évidemment, et à partir du moment où j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai commencé à lire. J'ai un frère qui était un grand lecteur déjà et qui
conseillait des choses, et puis je suis tombé sur Céline, sur Genet, sur Garcia Marquez, sur des choses comme ça, et tout d'un coup ma bibliothèque a commencé à se faire par coup de billard à 3 bandes, comme ça. Association Ouais, absolument. et d'envie. Et puis c'était pas juste, c'était plus un loisir ou une obligation scolaire, c'était une chose dont je sentais que c'était un humus, une matière qui pouvait me servir dans mon travail. À quel moment vous vous dites, parce que vous êtes passé par l'école Olivier de Serres, je crois, Ouais. l'école d'art appliqué. Vous disiez que vous aviez essayé à un moment donné le dessin. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans une école de théâtre au cours Florent? Comment vous bifurquez? Parce que je fais un refus d'obstacles. J'étais un élève entre très bon dans certaines matières et absolument médiocre par d'autres. J'imagine comme beaucoup de gamins. Donc quoi, très bon dans le dessin et très mauvais? Non, très bon aussi en français. Enfin, oui. voilà, ce qui m'intéressait, ce qui m'était aisé, j'étais capable mais sans beaucoup travailler, d'aller très vite là-dedans. Et puis alors, j'étais très très mauvais en maths, mais je crois que c'était une attitude, mais finalement pas. C'est-à-dire que les maths, il a fallu vous y mettre à un moment donné en tant qu'administrateur général. Oui, il y a mais de sombres histoires de budget. J'ai un esprit assez cartésien, donc je me suis aperçu que oui, les notions mathématiques non précises, non appliquées, sont des choses que je maîtrise plutôt assez bien. Donc je me suis aperçu à ce moment-là que j'aurais pu être assez bon en maths, mais comme mon père était médecin et qu'il insistait beaucoup là-dessus et que ce qu'il voulait, c'est qu'on reprenne le cabinet. Et que mon frère et moi en fasse des études de ce côté-là, forcément, j'ai coupé l'herbe. Un peu résistant l'un et l'autre. Dès le début, voilà. Okay. Je pense que dès le CM2, je lui dis, je vais être pas bon en maths, comme ça, je suis sûr de pas faire ce métier-là. Et j'ai tenu avec une certaine opiniâtreté de ne pas être bon en maths. Voilà, j'ai eu, au bac, c'était l'oral parce que j'étais en littéraire. Vous étiez en maths, A2. Ouais, A2. Maths à l'oral, et j'ai trouvé l'ensemble de définitions. Mais j'ai demandé à l'éliminatrice, ça vaut quelque chose, c'est pas éliminatoire. Elle me dit non, ça vaut 2. Et j'ai eu 3 finalement. Je sais pas ce que j'ai trouvé de plus. Le charme peut-être. Peut-être. Je me suis arrêté très vite. Ou ma franchise peut-être. Donc vous arrivez au cours Florent après... Ce que je voulais dire, c'est que j'étais un faux dilettante, comme il y a beaucoup. D'ailleurs, j'ai tendance à très bien les repérer, ces gens-là, parce que j'en ai été. Des gens qui ont l'air... Quel est le profil du faux dilettante? Il peut paraître un peu sûr de lui, un peu facile, comme ça. Ça porte beau, et pour masquer une angoisse assez profonde. Voilà. Et j'étais vraiment celui-ci, parce que j'étais bon en sport, j'étais bon dans pas mal de trucs, j'avais des copains partout, la vie était assez aisée, mais je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, et avec une grande angoisse. Vous savez, j'ai fait partie de ces gens qui savent qu'ils ont une disserte à rendre depuis un mois et qui le font, qui commencent à 3h du matin alors qu'elle doit être rendue à 9h. Ce qui permet, si jamais on a une bonne note, de dire « Waouh, putain, j'ai une bonne note alors que j'ai rien foutu ». Et si on n'a pas une bonne note, ça permet de dire « Ouais, mais c'est parce que j'ai pas travaillé ». Donc en fait, de jamais atteindre un niveau de preuve où on se dirait « Ok, j'ai travaillé, j'ai tout mis de mon côté, je suis médiocre quand même ». Voilà, je pense que j'avais une grande peur de ça, de cette vérification-là. Donc je m'arrangeais pour être un faux je m'en foutiste. Et ça a duré longtemps parce que je suis rentré dans cette école de dessin sur dossier. J'ai eu la chance de l'avoir parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait sinon. C'est ma mère qui avait trouvé ce dossier-là. Et quand je suis arrivé à Paris pour faire les arts appliqués, je ne savais absolument pas la différence entre arts appliqués, beaux-arts. Je ne savais pas ce que c'était du tout. Et j'ai vécu une année propédeutique formidable parce qu'on faisait du modelage, du nu, du vitrail, absolument tout. Et ça m'a passionné. J'aimais beaucoup ça. Et puis ensuite, il fallait se spécialiser. C'était un BTS sur 3 ans avec une année de prépa. Donc. Et puis quand je suis rentré, j'ai demandé... Alors, je ne suis pas sans orgueil non plus. Donc, c'était l'atelier le plus demandé. Et qui correspondait aussi, je faisais beaucoup de photos à l'époque et puis de dessins toujours, donc j'ai demandé là où il y avait le plus de photos et de dessins, et c'était un atelier de publicité surface, voilà,
dont le futur, dont l'horizon était de devenir directeur artistique en agence de pub, en gros. Et puis on faisait que des dessins, je me souviens, on passait des heures et des heures sur des sèche-cheveux avec dans le reflet de la rotondité du sèche-cheveux une fenêtre qui se met, ou alors le paquet de gâteaux un peu ouvert avec 2-3 miettes et le papier gaufre déjà un petit peu entamé. Et on passait à chaque fois 40 heures dessus pour que tous les dessins se ressemblent. Donc au bout d'un moment, ça m'a lassé. Et puis enfin, je me suis dit, moi qui ne voulais pas savoir ce que je voulais faire, qui ne savais pas y réfléchir, là j'ai eu un vrai refus d'obstacle. Tout d'un coup, un monsieur Renard m'a dit « Et mon rendu ?» Et j'ai répondu, ton rendu, tu l'auras pas. Et je suis parti. Et bêtement, parce que il me restait 1 an à faire pour avoir le BTS. Donc, j'étais pas très fier vis-à-vis de mes parents qui me payaient mes études à ce moment-là. Donc, j'ai mis très longtemps à leur dire, d'ailleurs, que j'avais arrêté. Donc, j'ai vécu 5-6 mois en loose day, en n'osant pas dire ce qui se passait. J'allais pas très bien, mais c'était sans doute une crise. Je touchais enfin une transition. Un peu ma matière. Et puis, l'école Florent est venue parce que j'avais beaucoup fait de théâtre en collège et au lycée. J'aimais beaucoup ça, mais j'avais jamais dit je vais en faire mon métier. Et puis, je devais faire un décor pour Séverine Daucourt, poétesse, qui travaille ici à la Comédie Française, là, avec le Jeune Bureau notamment. Et elle, on avait beaucoup fait de théâtre ensemble, et elle était rentrée directement à l'école Florent, donc 2 ans après, elle passait en 3e année, puis il y avait des ateliers de fin d'études, et elle montait quelque chose, ou elle participait à un atelier, je ne sais plus, elle m'a dit, est-ce que tu peux faire un décor ? Je dis, oui, j'avais rien à faire, donc j'ai fait ça, et j'ai passé, en fait, comme j'avais tout mon temps, je venais à chaque répétition, et je regardais les copains travailler sur le plateau, ne comprenant pas pourquoi ils ne faisaient pas ce qu'on leur demandait, etc. Et que l'envie, tout d'un coup, de revenir au plateau... J'avais le souvenir, oui, de cette matière au lycée et au collège qui était un savant mélange de peur absolument atroce et de plaisir dingue. Donc c'est là où mon coucou suisse, mon ressort, mon électrocardiogramme, pour faire un hommage à mon père, était le plus... avec des pics négatifs et positifs les plus grands. Donc c'est là où je me sentais le plus... Qu'est-ce qui m'avait fait le plus vibrer, c'était ça, dans tous les sens du terme. Donc j'y suis allé, mais vraiment en me disant, il va falloir, pendant les vacances, que j'annonce à mon père que je quitte le dessin pour faire du théâtre. Donc j'ai l'impression de remettre un coup de pelle sur ses ambitions pour moi. Et d'ailleurs, je m'attendais à une grosse engueulade. Il a fait... Voilà. Apparemment, il était un peu... Les bras lui en sont même pas tombés, ils étaient déjà par terre. Peut-être un peu deviné. Non, mais voilà, il m'a juste demandé de gagner ma vie à partir de ce moment-là. Et je suis rentré à l'école Florent ne sachant pas du tout. Et alors, mais dès le début, c'est fou à quel point, de temps en temps, je sais pas, comme un enfant, vous lui faites faire du ping-pong, du truc et des machins, et tout d'un coup, je sais pas, il y a un truc qu'il comprend avec la raquette, et il dit, tiens, alors c'est son sport à lui. Comme un truc aussi simple que ça. Je suis rentré dans un cours et au bout de 10 jours, je me suis dit c'est ça. Et pas du tout parce que le prof m'aurait dit dis donc, t'es formidable, faut que tu fasses ce métier, vraiment. Pas du tout. C'est juste que je me suis senti chez moi et puis tout s'est organisé. Et surtout... C'est-à-dire, tout s'est organisé dans votre tête, tout d'un coup, vous aviez trouvé... ce qui allait être votre histoire, quoi qu'il arrive. Non, tout s'est organisé dans mes forces, mes faiblesses, tout ce que j'avais, c'est comme si j'avais une boîte à outils, un meuble Ikea, voilà, sans le plan. Et tout d'un coup, j'ai trouvé le plan, et je me suis dit, ok, c'est ça le meuble, et je sais le construire, et je peux m'amuser avec, et tant pis s'il y a une pièce en plus ou des pièces en moins, je vais y arriver. Et c'était comme je venais de passer 20 ans, en notant les périodes peu conscientes, mais 20 ans vraiment à me demander de quel bois j'étais fait, qu'est-ce que c'était que ce truc-là. Vraiment une sorte de logique, d'organisation. Mais c'était d'autant plus sensible d'ailleurs que c'était une angoisse qui me montait de plus en plus. Et puis plus je devenais adulte et plus je me disais, oh là là, il va falloir que je fasse quelque chose. Et j'ai toujours pas la clé. Voilà, j'ai toujours pas la clé. Et ça a été un sentiment. Et d'ailleurs, je me suis dit, tant pis si ça ne marche pas, c'est là que je dois travailler. Mais comme, vous vous êtes mis à travailler on peut avoir de temps en temps, je sais pas, vous arrivez dans une maison de vacances et vous vous dites, j'adorerais habiter là.
Puis d'autres fois, vous vous dites, bon, c'est les vacances. Voilà. Et là, le sentiment d'être chez soi, que tout s'organise. Et ma force de travail que j'ai, que je ne savais pas à ce point-là, mais je sais d'où elle vient. Mon père était un très gros bosseur, suisse. J'ai des grands-parents protestants aussi. Donc voilà, tout s'organisait pour... le travail bien fait, jusqu'au bout, etc. D'ailleurs, en tant qu'administrateur, on a une sorte de... Je crois que ça s'appelle cadre dirigeant, je ne sais plus exactement, mais ça veut dire que je suis soumis à aucun taux... aucune amplitude horaire. Voilà. Même pour les vacances. Je suis censé pouvoir prendre les vacances ou des week-ends quand je veux pas, etc. Et donc, je suis un profil magnifique pour ça, parce que je passe tous mes week-ends ici, parce que j'ai toujours encore quelque chose à faire avant de partir en week-end. Et le dimanche soir, je me dis, ça y est, j'ai fini, je peux partir en week-end. Et ça marche pas. Mais voilà, donc j'ai trouvé toute ma force de travail qui était là, mais qui était dispersée. J'ai de temps en temps des images de plombier. Pour ça. C'est-à-dire que, quand vous arrosez votre jardin et que il y a des nœuds qui se forment et que tout d'un coup votre tuyau coince et que tout d'un coup ça ne sort plus, il suffit de le remettre droit et ça sort. C'est comme si tout d'un coup le théâtre avait ôté tous mes défauts de tuyau et que tout d'un coup la force était là, bon escient, utilisable. Donc, et ça a été une vraie révolution pour le coup. Et encore une fois, j'en ai un souvenir très précis parce que ça ne dépendait absolument pas d'un compliment fait. Alors qu'avant, j'étais capable de travailler mieux parce que le prof m'aimait bien et de ne pas travailler une matière que j'aimais parce que le prof, je ne l'aimais pas. Voilà, j'étais soumis bêtement, comme beaucoup de jeunes gens. Et là, c'est la première fois que c'était plus une question de prof, c'était plus une question de compliments des résultats ou de peur du résultat, c'était que j'étais dans un monde qui me convenait, absolument. On fait quelques raccourcis, mais je crois que vous préparez 3 fois la classe libre avec le partage de midi et que ça ne marche pas. Ouais. Vous passez d'autres concours, ça marche, et vous décidez de choisir le conservatoire et d'aller au conservatoire où, je crois, si je crois ce que j'ai lu et entendu, vous vous êtes un peu ennuyé. Oui. Plus qu'au cours Florent. Oui, parce que l'école Florent, je crois que c'est encore comme ça maintenant. Parce que les défauts qu'on peut dire de cette école, où j'entends dire Boîte Afrique, le monde. À l'époque, il y avait déjà beaucoup de monde, mais ce qui était formidable, c'est que, d'une, je devais travailler pour payer mes études, ce qui rendait la chose assez concrète. Et de deux, vous avez tellement de profs qui viennent d'horizons tellement différents. Il y avait des gens qui travaillaient au théâtre Édouard VII, des gens qui arrivaient de chez Mnouchkine, etc. Donc tout d'un coup, le panel était dingue. C'est pas du tout la même chose que d'être avec un professeur à écharpe rouge pendant 3 ans dans un petit grenier à Montmartre. On est totalement amoureux, mais on est en vase clos. Là, il n'y a pas de vase clos. Et puis il y a tellement d'élèves qui veulent faire la même chose que vous vous dites, ok, c'est pas aussi simple. Si vous vous dites, je suis pas un ange de théâtre, il va falloir que je bosse. Tout d'un coup, la réalité, elle est là. Et puis il y avait un couloir non maîtrisé de l'administration qui finalement n'arrivait pas à contenir le nombre d'élèves en disant non, vous avez droit à tant de cours et pas à d'autres, etc. Donc en fait, moi, je passais ma journée là-bas et j'allais dans plein de cours dans lesquels auxquels je n'étais pas inscrit. Mais en même temps, ces profs-là, à partir du moment où moi j'ai été prof à l'école Florent, quand il y a 3 gamins qui arrivent, qui sont pas dans votre classe, mais qui ont un jus pas possible et qui ont envie de passer, vous dites, moi je suis là pour organiser leur envie. Voilà, donc on les laisse passer. J'ai eu cette chose-là. Donc j'ai eu une sorte de bohème, effectivement, à l'école Florent. Je raconte toujours cette anecdote, mais comme j'avais pas la classe libre, à un moment j'ai gardé ce qu'on appelait garder l'aquarium, qui était un bureau administratif, et donc c'est moi qui gardais l'école le soir et qui avait les clés, et je devais fermer la porte en bonne et due forme et mettre l'alarme. Mais évidemment, comme j'avais des clés, moi je restais et puis on répétait. On répétait des fois jusqu'à 5h du matin. Il m'est arrivé de dormir dans des taps à l'école Florent parce qu'on avait cours à 9h et qu'on finissait à 5h du matin. Et qu'on disait c'est pas la peine de rentrer chez soi. Et un jour, on a entendu quelqu'un entrer. Et donc on était tout à fait affolés de savoir qui c'était. C'était Monsieur Florent. Monsieur Florent qui rentrait à point d'heure de je ne sais pas trop où et qui avait une sorte de petit appartement dans l'école qui lui servait de pied à terre. Et donc il est rentré, puis on était là, on était 4-5, mais on travaillait. Et comme il me connaissait un peu en tant que responsable, il est venu me voir.
Puis au bout de 2 secondes, il m'a fait Puis il n'a rien dit, il est monté. Donc, alors, peut-être les normes de sécurité n'étaient pas les mêmes que maintenant, mais ce type-là, pour lequel j'ai eu beaucoup d'amitié, un moment, toute la fin de sa vie, ce mec-là s'est dit, à 3h du matin, s'il y a des gamins qui travaillent dans mon école, c'est chouette. Je vais les laisser. Je vais pas les engueuler, quoi. Je vais pas les engueuler. Donc voilà, la bohème. Puis quand je suis rentré au conservatoire, en fait, c'est un concours qui est dur. Et puis le conservatoire est une école qui reste encore un peu le nirvana des écoles de théâtre. Et donc il fallait absolument y rentrer. Ceux qui rentraient au conservatoire à l'école Florent étaient vraiment les héros absolus. Donc tout le monde se disait, il faut rentrer là, il faut rentrer là. J'ai eu la chance d'y rentrer. Et puis en fait, c'est tellement dur que tous les gens qui y rentrent, au bout d'un moment, font « Waouh, j'y suis !» Voilà, il y a une espèce de dépression, comme on dirait, je sais pas, comme un plongeur sous-marin. Il y a de paliers de dépression, tout d'un coup. En plus, nous, on avait il n'y avait pas 3 tours à l'époque, il y avait 2 tours. Le 2 tours était en septembre, fin septembre, et 3 jours après, on rentrait dans l'école, une fois qu'on avait le résultat. Donc en fait, tout le monde avait envie de vivre. Ouah, je l'ai, et puis ça bossait pas. Ça bossait pas, et comme moi, je venais de l'école Florent, où en fait, on nous demandait pas de bosser d'une certaine manière, ça s'organisait entre nous. Il y avait des gens qui bossaient pas du tout, et puis un pool de gens qui en profitaient. Et puis j'ai découvert aussi, il y avait beaucoup de gens qui avaient plein de revendications, etc. Et j'avais un peu du mal à comprendre pourquoi les gens attendaient de rentrer dans l'institution pour se découvrir un amour immodéré du théâtre de rue. Un réflexe juvénile, quoi, et donc de dire l'institution, et voilà, toute la bousculer, au lieu de travailler avec ce qui nous était donné. Et j'avais l'impression qu'on travaillait de 10h du matin jusqu'à 18h, et que quand je me disais à la fin de la journée qu'est-ce que j'ai fait, j'avais l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Donc j'ai eu la chance, de rentrer à la Comédie Française en fin de première année, d'être appelé par l'administrateur Jacques Lassalle à ce moment-là, qui m'a fait venir dans le bureau que j'occupe maintenant, et qui en gros m'a dit je voulais vous rencontrer, etc., qui était très aimable, voilà, je vous ai vu au second tour, Catherine Yagel, Pierre Vial, etc., m'ont parlé de vous, voilà, sachez que vous êtes dans nos petits papiers, etc., je vous laisse encore au conservatoire, et j'étais convoqué avec Jeanne Balibar aussi, et puis il s'est avéré qu'en fait il était en train de monter le Don Juan qui a été créé à la Cour d'honneur à Avignon, et que Valérie Dréville venait de partir. Il aurait voulu qu'elle fasse Elvire, mais elle venait de partir pour suivre Nathalie Vassiliev à Moscou, donc elle avait quitté le français, enfin elle avait demandé un congé du français que le français dans ses statuts n'avait pas pu lui accorder. Et puis moi en fait j'ai remplacé Jean-François Sivadier, parce que Jacques Lassalle devait le faire rentrer. Jacques Lassalle avait été directeur du TNS et avait eu Jean-François comme élève. Et donc, il voulait le faire entrer. Et Jean-François, à cette époque-là, jouait Mesa dans Le Partage de Midi, dans une mise en scène de Serge Tranvouez. Et je l'appelle le prince de l'indécision, Jean-François. Le temps qu'il réponde oui ou non s'était passé. Et donc, Jacques, en fait, venait de me voir. Donc, je sais pas, 10 jours après, il m'a rappelé en disant, mais voilà, en fait, je vais vous engager pour ça. Et que c'était extrêmement rapide. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Puis en plus, j'étais déjà en train de travailler à la Comédie Française. J'ai fait une seconde année au conservatoire. Par souci, par honnêteté, par je sais pas trop quoi. Je me disais, il faut que je continue. C'était un peu absurde. J'avais Catherine Yagel, qui était sociétaire du français. Donc, et qui était prof là-bas. Voilà, donc c'était ma prof le matin et ma collègue l'après-midi. Voilà, on se mélangeait un peu. Et puis au bout d'un moment, j'avais plus le temps de répéter mes scènes, et ça devenait un luxe un peu absurde. Donc j'ai pas fait la 3e année. La troupe telle que vous la connaissez quand vous arrivez, elle ressemble à celle que vous connaissez aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle a évolué en 32 ans ? Oui, finalement, elle ressemble, oui. C'est impressionnant pour un jeune homme d'arriver dans cette troupe. Oui, bien sûr. Mais moi qui ai pas mal enseigné, je me suis toujours étonné de cette chose-là, que finalement, toutes les classes auxquelles vous êtes confrontés, c'est toujours votre classe quand vous étiez élève. Il y a la même proportion d'élèves récalcitrants, de super potes, de gens dynamiques, de gens qu'il faut réveiller, de gens à qui il faut dire, tu sais que tu as aussi le droit d'arrêter de dire merde à tout. Et puis il y a des gens à qui il faut dire, tu sais que tu as le droit de dire merde aussi, mais dans le même... Voilà, donc les forces en présence, c'est assez drôle. Le collectif, finalement, où qu'il soit, il est toujours pareil. La sociologie est toujours à peu près la même. Y compris chez les artistes ? Y compris chez les artistes, oui, absolument.
profondément. Oui, les inquiets, les pas inquiets, les canons de Navarone, les bijoux de travail, enfin voilà, il y a tout. Ceux qui parlent beaucoup pour ne rien dire, ceux dont on espère une phrase de temps en temps, ceux qui attendent que tout le monde ait parlé pour dire le contraire de tout ce que tout le monde a dit. Enfin, c'est des profils en fait qu'on connaît et qui constituent d'ailleurs sans doute le bon équilibre. Finalement, si c'est à peu près comme ça, c'est que chaque classe, ou chaque promotion, ou chaque troupe, ou chaque groupe humain a à peu près toujours les mêmes forces et faiblesses en présence, sachant qu'au théâtre, ce qui est magnifique, c'est que les faiblesses peuvent devenir des forces. Cette matière-là, elle est géniale pour ça. Elle était différente parce que peut-être que le rapport aux gens plus âgés était un peu plus... Il y avait plus de hiérarchie, je pense. Moi, j'ai pas connu du tout l'époque où les pensionnaires ne rentraient pas avec un sociétaire dans l'ascenseur. Voilà. À mon avis, c'est un peu des légendes. Je suis sûr qu'il devait y avoir quelques fortes personnalités qui ne supportaient pas ça, mais j'imaginais que c'était pas une règle. Mais en tout cas, j'ai pas connu ça. Moi, j'étais un jeune homme très impressionné, évidemment. Très, très, très impressionné. Très heureux de ce que je découvrais. J'ai eu la chance, moi, d'avoir aucun a priori sur la Comédie Française. Quand j'y suis rentré, j'avais vu aucun spectacle. Quand j'ai su que j'allais y rentrer, je suis vite... Vous n'étiez jamais allé voir un spectacle? Non, je suis vite allé voir des spectacles quand j'ai su que j'allais y rentrer. Des spectacles de Jacques Lassalle, sur la Serveur Borosa, des choses qui m'ont... La Fosse suivante. Des choses qui m'ont beaucoup plu, où j'ai vu la hauteur de jeu, tout d'un coup. Donc je me suis dit, waouh, je vais rentrer là-dedans, génial. Puis de toute façon, dire non à la Comédie Française, voilà... C'était un de mes premiers boulots, donc je ne voulais pas refuser, tout en me disant, mais si ça ne va pas... on ne me renouvellera pas, et puis si j'ai envie de partir, je partirai. J'étais dans cet état d'esprit-là. Mais j'étais, oui, quand on sort de promotion, on bosse qu'avec des copains, donc le rapport est très facile avec les copains. L'humour développé, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on pense pas, etc., généralement est commun. Et puis là, vous travaillez avec des gens qui ont 50 ans de plus de métier que vous, des gens qui ont 70 ans, 75 ans, etc. Moi, j'ai voyé beaucoup de personnes. Vous étiez sérieux ? Vous étiez un jeune acteur sérieux ou un peu déconneur? C'était quoi votre profil quand vous arrivez là-bas? Sérieux, je crois. Sérieux, je crois. Je suis jamais en retard, sauf au podcast. Non, là, vous n'étiez pas en retard. Je regarde Andrea qui s'amuse. Je suis jamais en retard et je suis plutôt quelqu'un d'angoissé. Donc, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin là-dessus et j'accepte le temps présent beaucoup plus qu'avant, mais à l'époque, je travaillais trop et mal. Voilà. Mais en tout cas, j'étais travailler trop, c'est quoi? Ça empêche de laisser passer les choses? Oui, travailler trop, c'est pas travailler au bon moment. Travailler trop, c'est travailler avant. Pour être sûr d'avoir un piédestal de certitude au moment où on va rencontrer les autres partenaires. Puis ce qui fait qu'en fait, on a déjà tout déterminé alors qu'on n'a pas rencontré les gens, qu'on n'a pas entendu ce que la metteuse ou le metteur en scène va vous dire de la scène ou de la situation. Donc vous mettez un long temps à déconstruire ce que vous avez bêtement pensé, ou de faire des italiennes tout le temps, comme si j'étais pris d'un Alzheimer précoce à l'âge de 20 ans, pour jamais déroger, avoir le texte absolument sûr. Et ça, c'est pareil, quand vous faites une italienne, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire « tiens, je vais le faire comme ça ». Et en fait, quand vous faites le match avec votre partenaire, jamais lui, il prévoit de le faire comme vous voulez qu'il le fasse. Donc vous êtes tout le temps, vous avez des pains de théâtre dans les poches, vous êtes lesté bêtement. Alors que quand vous vous faites un peu confiance, les histoires de maîtrise et de non-maîtrise, ça, je les ai compris. J'ai compris ces notions-là un petit peu plus tard. Mais est-ce que c'est pas absolument... Enfin, c'est un impondérable, c'est-à-dire est-ce que quand on est jeune, on est obligé de travailler trop, on est obligé d'essayer de maîtriser les choses? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes acteurs, jeunes actrices qui lâchent dès le départ, qui acceptent la non-maîtrise? Oui, il y a des faux dilettantes aussi, il y a aussi ce qui n'était pas mon cas, il y a des acteurs qui rentrent à la Comédie Française en disant voilà, vos trucs là d'alexandrin, de musique, de forme, tout ça. Non, le théâtre, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. On appelle ça les bouchers charcutiers. Bon, c'est dans les tripes. J'ai toujours l'impression d'être dans un étalage. Mais c'est une notion tout à fait importante, hein, évidemment, la vérité. Ça peut être celle-ci aussi. Et moi, j'ai toujours été extrêmement intéressé, peut-être par mes formations musicales. J'adore quand il y a de la musique dans le sens, ou quand il y a une forme à respecter, une forme à découvrir, de trouver la cohérence du fond et de la forme, etc. Ça, c'est des notions que
je rembarre pas immédiatement. Mais j'ai vu il y a de temps en temps des comédiens qui ont énormément de qualité, mais qui de prime abord, ne veulent pas rentrer là-dedans comme si c'était un piège. Je vais pas réfléchir comme vous, je vais pas prendre des heures et des heures à penser la scène, etc. Ouais, il faut la jouer. Voilà. Et ces gens-là, au bout d'un moment, ouvrent aussi ces chakras-là et puis ne perdent rien de leur vérité, tout en apprenant à la circonscrire avec d'autres formes. Voilà. Mais moi, j'ai eu la chance d'être... je crois que j'ai été augmenté chaque année. Alors, expliquez peut-être le concept de l'augmentation à la Comédie Française. Quand vous êtes jeune pensionnaire, votre sort est lié à l'appréciation que font de vous le comité des sociétaires, qui est un comité qui est renouvelé chaque année, dans lequel il y a l'administratrice ou l'administrateur, la doyenne et le doyen, qui sont tous les 2 membres permanents, et puis les autres changent chaque année. Donc c'est plutôt des gens extrêmement capés. C'est des gens aussi qui sont censés pouvoir lire des stratégies comptables, politiques, de la marche de la maison, qui sont consultés sur certaines choses, qui sont censés pouvoir lire des liasses budgétaires aussi, pour savoir s'il y a des pièges ou pas, et qui ont la responsabilité de voter des budgets. Donc c'est une place assez importante. Ce pourquoi c'est plutôt des gens assez âgés, même s'il y a des jeunes sociétaires aussi qui viennent abonder et enrichir ce groupe. Mais c'est des gens qui veulent bien se charger de tout ça. Et c'est eux qui décident ou que votre contrat s'arrête, ou alors que c'est bien, ça va comme ça, c'est super, ou alors que vous êtes augmenté pour bons et loyaux services, ou parce que vous avez bien fait les choses. Et je devais être, moi j'en ai jamais eu le sentiment, j'ai toujours l'impression d'être, je fais plutôt partie du camp de ceux qui ont des problèmes d'illégitimité, ce qui n'empêche rien à l'orgueil, évidemment. Ça fait des mariages assez pétaradants, ouais. Mais je fais plutôt partie des gens qui ne se disent jamais « là, j'étais super ». J'ai du mal à m'écouter, j'ai du mal à me voir, j'ai du mal à considérer les choses, j'ai du mal à me dire les récompenses, maintenant je les ai, ça passe très vite tout ça. J'ai une inquiétude profonde, voilà, qui est un muscle. Qui persiste. Ça peut être, oui, qui persiste et qui est positif. Mais tout ça fait que je ne me considérais pas comme un acteur très prometteur, etc. Pourtant, j'étais rentré au conservatoire, j'ai été major de ma promotion, je suis rentré à la Comédie Française tout de suite. Bon, c'était la voie royale, mais j'ai toujours pris les choses assez objectivement, sans me dire, tiens, oulala, tu peux t'appuyer là-dessus, ça veut dire que, etc. Pas du tout, je suis pas sensible à cette chose-là. Mais les sociétaires ont sans doute considéré que j'avais des choses à faire. Mais je vous raconte une anecdote. C'est pour ça d'ailleurs que je ne refuse jamais de rencontrer un jeune homme ou une jeune femme qui veut faire ce métier et qui, dans sa lettre, me dit posément qu'elle aimerait bien me rencontrer pour parler un petit peu, qu'il y a besoin de faire ping-pong. J'essaie toujours de le faire parce que je suis rentré donc à la Cour d'honneur. Moi, la première fois que j'ai joué au titre de la Comédie Française, c'était à la Cour d'honneur parce que la création de ce Don Juan se faisait à la Cour d'honneur et donc je n'avais encore jamais joué ni à Richelieu, ni au Vieux-Côte, ni au studio. D'ailleurs, le studio n'était pas encore là à l'époque, c'était en 93. Et moi, j'avais 3 ans de cours Florent et 1 an de conservatoire dans les pattes. Et puis, ma vérité, elle était construite au volume des salles, des studios dans lesquels je travaillais, presque à la couleur de la moquette des murs, toujours de la moquette sur les murs. Il y en avait aussi dans les studios. Et puis, la cour d'honneur tout de suite. Et je me souviens que j'étais totalement à la ramasse. Non seulement j'étais très impressionné, mes partenaires, c'était Andrzej Séverine, Roland Bertin, le metteur en scène, c'était celui qui venait de m'engager, qui était l'administrateur général. Et c'était la cour d'honneur. Voilà, donc je sortais de mon studio et tout d'un coup, il y avait 40 mètres d'ouverture. Il n'y avait pas de micro à l'époque, c'était en voix pleine à la Villard, quoi. Donc, j'y arrivais pas. Avec un petit Mistral dans les oreilles. J'y arrivais pas. Alors maintenant, il y a des gens qui disent « Mais si, je t'ai vu, t'étais super ». J'y arrivais pas. Il y avait une critique qui était sortie. Bon, on s'en prenait tous plein les pattes, mais moi, c'était quant à cet Éric Ruff, pourquoi ne pas l'avoir laissé dans les langes du conservatoire ou un truc comme ça. Je m'étais dit, oh là là, c'est très violent, mais il faut que je positive. Alors, qu'est-ce que veut dire cette critique? Voilà, j'avais essayé de réfléchir. En fait, le lendemain, j'avais refait tout mon texte, et le lendemain, j'ai eu un trou. Avoir un trou à la cour d'honneur, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est un vertige. C'est le vertige. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait de souffleur. Je n'avais même pas travaillé à Richelieu encore. Et donc, le texte est venu de la souffleuse, mais qui était au 5e rang, au centre, à Avignon.
pas sur les côtés, parce que les côtés, il y a 40 mètres d'ouverture, donc on ne peut pas être sur les côtés. Et donc j'ai cru que c'était le public qui me soufflait mon texte. Que le public savait mieux mon texte que moi. Et j'ai été très troublé pendant toute cette période. Je suis devenu totalement parano. J'ai l'impression que Jacques ne me parlait plus, que le directeur du festival qui me disait bonjour, assez franchement, tout d'un coup, me disait plus bonjour, etc. Et je me souviens de François Chaumette. Voilà, François Chaumette qui était un sociétaire honoraire, qui revenait pour jouer ce rôle-là, qui avait quitté le Français quelques années avant, qui jouait Don Luis, et que je vous voyais, évidemment. Et puis on n'a jamais bu un coup ensemble, jamais, mais de temps en temps on sortait de la répétition ensemble. Il me montrait la façade peinte, il disait tiens, il y a ma sœur que t'es peinte. Donc j'étais en communion avec l'histoire de Villars et du festival. Et puis un jour, donc je pleurais de rage dans mon petit studio à côté des Carmes. Je pleurais de rage parce que mon intelligence comprenait ce qu'il fallait faire, mais mon corps et mon niveau de jeu ne suivaient pas. J'étais totalement en décalage. Voilà, c'est comme quand vous écoutez de la musique en disant c'est comme ça que ça doit se jouer, mais vous n'arrivez pas à faire les tris et vous n'avez pas la technicité pour. Donc je m'en voulais beaucoup. J'étais persuadé que voilà, c'était la fin. J'aurais fait ça et puis voilà. Puis devant beaucoup de monde, en plus. Et on passait par les dessous, sous le plateau, pour aller saluer à la fin. Moi, j'avais encore une petite scène, et François était toujours là, assis, pour attendre les saluts, après sa dernière scène de Don Luis. Et il m'a juste dit ça. Il m'a dit, Éric, j'ai appris que vous ne repreniez pas le spectacle avec nous à la rentrée. Et j'ai bafouillé, ben non, François, on m'a expliqué que j'étais au Vieux Colombier, donc pour 2 spectacles. Donc on m'a dit que j'étais mort pour l'alternance, que je pouvais pas. Mais que c'est un terme d'ici. Mort pour l'alternance, oui. Mort pour vous êtes en série, vous jouez en série au Vieux Colombier, donc comme le don d'ubiquité n'a toujours pas été inventé, vous ne pouvez pas être en même temps à Richelieu. Donc je lui bafouille un petit peu tout ça, ne maîtrisant pas, et il m'a juste dit « dommage ». Je pourrais en pleurer encore. Tellement ce dommage tombé de ce monsieur-là que j'admirais beaucoup, sans aucune amitié. Voilà, c'était pas mon parrain de théâtre, c'est pas un pote, mais il m'a repeint tout l'appartement, quoi. Sans moquette. Juste ça, juste son dommage, voilà, où tout d'un coup, là où j'en étais, j'étais vraiment à la cave. Dans le regard de ce monsieur, j'étais un acteur probable. Voilà. Mais ne serait-ce point une indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire? La chose, on est au terme de n'en plus faire de secret. Et lorsque l'injure a une fois éclaté, notre honneur ne va point à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance, et à publier même le dessein que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un couvent, et que l'auteur de cette offense est un Don Juan Tenorio, fils de Don Louis Tenorio. Nous le cherchons depuis quelques jours. Nous l'avons suivi ce matin sur le rapport d'un valet qui nous a dit qu'il sortait à cheval et qu'il avait pris le long de cette côte. Mais tous nos soins ont été inutiles. Et nous n'avons pu découvrir ce qu'il est devenu. Le connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Non, quant à moi. Je ne l'ai jamais vu et j'ai lu seulement oui dépeindre à mon frère. Mais la renommée n'en dit pas force bien. Et c'est un homme dont la vie... Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Il est un peu de mes amis, et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d'en ouïr dire du mal. Pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout. Et c'est bien la moindre chose que je vous doive, après m'avoir sauvé la vie, que de me taire devant vous d'une personne que vous connaissez, lorsque je ne puis en parler sans en dire du mal. De quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuverez pas son action, et que vous ne trouverez pas étrange que nous cherchions d'en prendre la vengeance. Au contraire, je vous y veux servir et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan, je ne puis pas m'en empêcher. Mais il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentilshommes. Et je m'engage à vous faire raison par lui. Et quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures? Toutes celles que votre honneur peut souhaiter. Et sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage, je m'oblige à le faire trouver au lieu que vous voudrez et quand il vous plaira. Cet espoir est bien doux, monsieur, à des cœurs offensés.
Mais après ce que je vous dois, ça me serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Je suis si attaché à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je ne me batte aussi. Mais enfin, j'en réponds comme de moi-même. Et vous n'avez qu'à dire quand vous voulez qu'il paraisse et vous donne satisfaction. Que ma destinée est cruelle. Faut-il que je vous doive la vie et que Don Juan soit de vos amis? Qu'est-ce qui vous a fait grandir comme acteur? Qui? Quel metteur en scène? La confiance des gens. Quels acteurs, quelles actrices, je sais pas, quel moment sur scène, quel échange avec le public? Est-ce qu'il y a des moments saillants? Parce qu'on n'aura pas le temps de revenir sur tout ce que vous avez fait comme comédien, parce qu'il y a aussi la mise en scène, il y a aussi la scénographie, et puis ce travail de direction. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même des moments, des passages dans votre parcours théâtral? Ouais, mais alors c'est... Il y a des fois des phrases comme ou des mots comme celui que je viens de dire de François. Quelquefois, c'est aussi la chance. Vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui vous fait rencontrer quelqu'un. Moi, avant la Comédie Française, j'ai joué Les Rustres à Chaillot. Voilà, parce que quelqu'un m'avait vu, Léonidas Strapazakis, qui est devenu un grand ami. Il était votre directeur de production qui était une sorte de découvreur de talent. Voilà, il faisait les sorties, les spectacles d'école, etc. pour avoir... dans son carnet, des jeunes premiers, des jeunes premières, etc. Si jamais Jérôme Savary montait quelque chose, Jérôme n'aimait pas du tout faire ce travail-là, donc il était chercheur de tête, quoi. Voilà. Et c'est lui qui m'a fait passer cette audition. Et puis j'ai joué avec Jérôme. Et j'ai eu la chance de jouer sous la direction de Jérôme, avec plein de comédiens, Bernard Ballet, Roger Gendelly, des gens absolument formidables. J'ai eu aucune accointance avec Jérôme. C'était le poisson d'eau douce et le poisson d'eau de mer. On n'a jamais été potes, voilà, il a toujours été super avec moi, et puis je ne peux pas dire que son théâtre était exactement celui que j'avais envie de développer. Mais j'ai joué, j'ai eu la chance de jouer, on a joué à Chaillot, ensuite à Mogador, le même spectacle, j'ai joué, je sais pas, 150 fois dans la saison. Léonidas m'a rappelé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs que Jérôme avait dit de moi, j'étais pas du tout à la Comédie Française, personne n'en parlait, il avait dit de moi, un jour il sera administrateur de la Comédie Française. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, peut-être parce que je jouais un jeune premier et puis j'avais envie de tout faire. C'est vrai que je m'intéressais déjà un petit peu à tous les métiers. Dès qu'il y avait un truc à faire, il fallait balancer un casier à la fin, il fallait gueuler du fond des coulisses. Attention al gondola, je voulais tout faire. C'était pour vous. Ouais. Donc voilà, donc j'étais corvéable à merci parce que ça me passionnait tout ça. Donc Jérôme, je ne peux pas dire que c'est lui qui m'a appris le théâtre que j'aime et en même temps il m'a donné cette opportunité géniale. Puis je me souviens aussi... ce mec-là, il jouait de la trompette, il demandait à ses potes de venir, il faisait des bœufs à Chaillot qui n'étaient pas prévus du tout. Alors que maintenant, il faudrait mettre ça sur Insta, sur truc et machin, pour dire, attends, il y a une annonce à faire, il faut que les gens viennent. Là, ça s'improvisait totalement, et sur les 1200 personnes qu'il y avait à la salle Villard, on avait toujours 300, 400 qui restaient, ça s'improvisait, voilà, le sens de la fête. Voilà, il y a quelque chose que je n'ai pas, moi, et j'étais très heureux d'être à l'intérieur de cette équipe-là. Et puis ensuite, Jean-Luc Boutet, oui. Jean de Trenet, Jean-Luc Boutet, qui étaient des sociétaires de la Comédie Française. L'un qui m'a mis en scène dans Lucrèce Borgia, qui était mon premier rôle. C'est la seconde année de la Comédie Française. C'est la première fois que j'avais joué avec lui. Puis il m'a proposé Gennaro. Et dans Gennaro, celui qui faisait le rôle que je fais maintenant, Don Alphonse d'Este, c'était Jean d'Outremet, c'était Christine Fersen. Donc j'étais gamin, j'avais 24 ans, je jouais avec Christine Fersen, qui était un monstre sacré, voilà, de la Comédie Française. Cette terrasse est obscure et déserte. Je puis me démasquer ici. Je veux que vous voyiez mon visage, Gennaro. Vous êtes bien belle. Regarde-moi bien, Gennaro, et dis-moi que je ne te fais pas horreur. Vous me faites horreur, madame? Et pourquoi? Bien au contraire, je me sens au fond du cœur quelque chose qui m'attire vers vous. Donc, tu crois que tu pourrais m'aimer, Gennaro? Et pourquoi non? Pourtant, madame, je suis sincère. Il y aura toujours une femme que j'aimerai plus que vous. Oh oui, je sais, la petite Fiammetta. Non. Mais qui donc? Ma mère. Ta mère. Oh, ta mère.
Oh mon Gennaro, tu aimes bien ta mère, n'est-ce pas? Et pourtant, je ne l'ai jamais vue. Voilà qui vous paraît bien singulier, n'est-il pas vrai? Tenez, je ne sais pas pourquoi. J'ai une pente à me confier à vous. Je vais vous dire un secret que je n'ai encore dit à personne, pas même à mon frère d'armes, pas même à ma fille Orsine. Cela est étrange de se livrer ainsi au premier venu, mais il me semble que vous n'êtes pas pour moi la première venue. Je suis un capitaine qui ne connaît pas sa famille. J'ai été élevé en Calabre par un pêcheur dont je me croyais le fils. Le jour où j'eus 16 ans, ce pêcheur m'apprit qu'il n'était pas mon père. Quelque temps après, un seigneur vint qui m'arma chevalier et qui repartit sans avoir levé la visière de son morion. Quelque temps après encore, un homme vêtu de noir vint m'apporter une lettre. Je l'ouvris. C'était ma mère qui m'écrivait. Ma mère que je ne connaissais pas. Ma mère que je rêvais bonne, douce, tendre, belle comme vous. J'ai beaucoup appris, justement. Jean et elle étaient des êtres assez... les alcooliques... Intenses. Intenses et mélancoliques. Voilà, c'est des gens d'une rare intelligence et dont leur intelligence fait souffrir objectivement. Mais alors, pour le coup, savoir, c'est dire qu'on ne peut pas tout prévoir sur un plateau. Ils me l'ont appris. Vous étiez à bonne école? Ouais, j'étais à bonne école. Il a fallu improviser. Et puis Jean, ensuite, qui était donc Don Alphonse d'Este, m'a engagé pour jouer Louis Lenne dans l'Échange l'année d'après. Puis je suis devenu... assez rapidement, j'étais un pensionnaire qui était convoqué pour des rôles importants, voilà, salle Richelieu. Vous aviez un emploi. Il y a des rôles qu'on ne vous proposait jamais, ou qu'on vous propose peut-être toujours pas, avec cette voix que vous n'adorez pas, mais qui est si particulière. J'avais un emploi, puis alors les notions d'emploi, tout le monde dit, il n'y a plus d'emploi depuis Vitesse, pas vrai, il y a toujours des emplois. Alors c'est moins formel. Les emplois, quand ils sont réducteurs, oui, ça a été cassé. Mais ce que vous représentez pour les gens quand vous rentrez sur un plateau, c'est une sorte d'emploi. Moi, j'appelle ça le corps poétique, ce qui vous échappe. À quel point le cheptel d'en face reconnaît quel bovin vous êtes, quel animal vous êtes, par votre voix, votre tenue de corps, etc., avant même de commencer à travailler. Donc ça, vous ne pouvez pas faire avec ou contre. Ou si c'est un contre-emploi, il y a toujours une intelligence derrière. C'est que ça raconte quelque chose du personnage. Mais moi, j'étais exactement à la limite. Je suis rentré au conservatoire, c'était Jean-Pierre Miquel. Et ensuite, Jean-Pierre Miquel est devenu administrateur de la Comédie Française. Donc, le temps que j'y rentre, moi, j'ai eu 3 mois Jacques Lassalle, puis ensuite, c'était déjà Jean-Pierre Miquel. Et Marcel Bozonnet, qui avait quitté la Comédie Française, est arrivé pour diriger le conservatoire. Donc, j'ai vu la différence entre Jean-Pierre Miquel et Marcel Bozonnet. Et Marcel est arrivé, et c'est vrai qu'il a changé la pédagogie. Il a fait venir Caroline Marcadet, il a fait venir Alain Zopfel, il y avait Vincent Leterme qui était déjà là. Donc tout d'un coup, les notions musicales et de corps, on l'a appris d'une façon beaucoup plus... Qui s'occupe de toute la part musicale. Absolument. Ici encore. Quand vous travaillez avec Vassiliev, vous parliez du sens de la fête de Jérôme Savary, on n'est pas exactement dans les mêmes... deux salles, deux ambiances. Ah non, on ne peut pas. Mais ça, c'est pas transformateur comme expérience? Si, bien sûr. Douloureuse transformation. En fait, je ne peux pas vous citer une personne en disant cette personne-là m'a tout appris ou m'a révolutionné, m'a renversé, et puis ensuite j'avais le bon chemin. C'est un cumul de choses. Ceux que j'ai cités étaient importants. Vassiliev a été très important parce que Vassiliev, c'est un fou de théâtre. En France, quand on parle d'art ou de théâtre, on est toujours un peu goguenard. On a tous la conscience que c'est un petit peu ridicule, etc. Et on voit les grands intellectuels du théâtre un peu. On a toujours du mal, comme s'il fallait rester un peu léger. On a toujours du mal à se dire oui, c'est extrêmement important, oui, on peut y consacrer quelque chose, ou oui, les gens qui y réfléchissent ne sont pas des universitaires un peu hors sol, etc. Alors, dans d'autres pays, par exemple, dans quel autre pays on considère ça comme quelque chose d'extrêmement important et sérieux et crucial? Je ne sais pas, Vassiliev,
Alors peut-être dans, je sais pas, en Russie, du temps de Václav Havel, ou ouais. oui, quand tout d'un coup le théâtre est une forme de résistance politique, ça veut dire immédiatement autre chose. Ou quand tout d'un coup le théâtre est l'expression d'un grand mouvement sociétal ou d'une grande révolution, il doit y avoir ce sentiment-là. Mais sinon, je vais dire, c'est peut-être individuel, parce que je ne peux pas dire qu'Anatoly Vassiliev est russe, évidemment. Est-ce qu'il représente toute la Russie? Je ne pense pas. Il est singulier comme n'importe qui. Mais Anatoly, lui, c'est... je vais vous résumer ça tellement bêtement, mais... il a un rapport à Dieu, il est orthodoxe, Anatoly, rapport à Dieu, il considère que le théâtre comporte par les poètes et les écrivains et les autrices des vérités qui ont quelque chose à voir avec l'ordre du monde et avec Dieu. Et que les acteurs sont des passeurs possibles. L'acteur est celui qui peut passer cette vérité, mais presque d'ailleurs comme il remet en question même la place du public. Anatoly ne travaille pas pour le public, il travaille pour une chose presque supérieure. C'est comme un stylite, c'est un sadhu en Inde. Voilà, ça fait partie de ces gens qui ont un mysticisme très, très important et pour lesquels le théâtre est une sorte de prière. Et l'acteur, c'est quoi? C'est le médium incarné de ce qu'il faut réussir à faire passer pour lui? Oui, c'est l'instrument qui permet de faire entendre ce son. C'est comme si, je ne sais pas, il fallait sortir une note extrêmement basse ou extrêmement haute d'un instrument de musique. Ben, il y a une personne, un joueur qui serait capable de la sortir, qui aurait la colonne d'air, la technique pour sortir cette note-là, alors que tout le monde ne peut pas la sortir. Donc l'acteur serait celui-ci. Mais pas que de la technique, il est du vide aussi, l'acteur. Je crois que c'est Jouvet qui disait que les acteurs parlent très mal de leur métier parce que c'est des gens vides. C'est pour être des gens sans personnalité. Donc, ils ont de la place. Et vous dites aussi qu'un acteur ne doit pas être intelligent. On n'est pas censé être intelligent. Je vous ai entendu dire ça. Non, on est censé être très intelligent, mais on est censé de pouvoir la chanter immédiatement, l'éteindre immédiatement, l'intelligence, pour laisser passer, parler son ventre, son instinct, son animalité. Je ne sais pas comment dire ça. Je dis souvent ça en disant que la difficulté dans ce métier, c'est qu'il n'est fait que de paradoxes. Et que si vous travaillez qu'un seul pôle, vous oubliez le pôle inverse, et qu'il faut être très rapide, mais en même temps, il faut avoir un grand sens de la lenteur et de ce qui mature à l'intérieur de soi, à l'intérieur d'un texte, à l'intérieur d'une répétition, et qu'il faut être très intelligent, mais bête et rétif aussi. Il faut aussi entendre en soi, des fois on a des grandes pensées sur les scènes, puis quand on les joue, il faut entendre que quelque chose résiste dans la scène et que le point de vue intelligent dessus, en fait, ne sert de rien. Et que ce qui résiste, il faut le valider autant que l'intelligence. Voilà. Donc, il faut développer à chaque fois les deux côtés de la balance, tout le temps. C'est un petit peu ça qui est difficile. De même qu'il faut être très cultivé, parce que les réseaux, les résonances, etc., sont vraiment intéressantes et sont une vraie matière. Mais il y a un moment, il faut découvrir un texte comme si on n'avait jamais rien lu aussi. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que et c'est une sublime transition, parce que vous êtes comédien et vous êtes aussi metteur en scène, scénographe, ce qui est plus singulier. Mais en tant que metteur en scène, je crois que vous travaillez énormément sur vos textes. Vous prenez des notes, vous annotez, vos brochures sont énormes, et puis ensuite vous les laissez de côté et vous n'y revenez pas. C'est-à-dire que vous travaillez beaucoup, c'est très savant, et puis ensuite vous laissez infuser par quel processus neurologique les choses se passent. C'est toujours ces notions de maîtrise et de non-maîtrise. Je pense toujours que la liberté de l'acteur, elle ne vient pas en disant « moi, je vais rien écouter, je vais faire ça à l'instinct ». Ça ne marche pas. Parfois, ça peut marcher. Une fois, ça peut marcher, oui. Ça peut marcher au cinéma, etc. Mais l'instinct, quand vous devez jouer 110 fois une pièce du mardi au dimanche, l'instinct, au bout d'un moment, ça devient juste un défaut. Enfin, ça donne rien. L'instinct, il revient après le travail. Voilà. La liberté, elle est après le travail. J'ai toujours eu le hic et non qu'il se passe à partir du moment où vous êtes en totale maîtrise. C'est la période de Roland Garros.
On se dit, tiens, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il y a des gestes extraordinaires qui sont à l'instinct. Mais on sait très bien que ces joueurs-là, ils tapent dans la balle pendant des heures et des heures et des heures pour améliorer le coup droit, le lift, le truc, la balle tombante, le truc dans les pieds, etc. Ils ne sont pas juste instinctifs. C'est des monstres de travail. Ils ont des heures et des heures d'entraînement. C'est un peu la même chose pour un acteur. Il faut des heures, ça ne s'appelle pas de l'entraînement, des heures de construction, de travail pour réussir à se dire, je ne sais plus rien. Et pouvoir être libre. C'est la même chose, donc, quand je suis metteur en scène, je suis en train de ranger mon bureau actuellement et je suis retombé sur des déclarations d'intention qu'on est obligé de faire lorsqu'on veut être à la tête de cette maison, donc des projets pour la diriger, des redossiers après le premier mandat, etc. Et en fait, je les ai jamais relus. Le fait de les écrire suffit à ce travail-là. Et ensuite, ça permet de faire avec la réalité. Je sais où je vais parce que je l'ai écrit, et en même temps, où je vais va s'inscrire dans ce que je rencontre. Et s'il faut prendre un chemin qui n'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais pour aboutir à ce que j'avais prévu, c'est le hic-et-nunc, c'est le ici maintenant de la représentation. Et finalement, en tant qu'administrateur, en tant que scénographe, en tant que metteur en scène ou en tant qu'acteur, c'est exactement la même chose. Donc j'écris pour savoir quelque chose de la pièce. Ça me permet d'essayer de travailler le sens le plus possible et de communiquer ces sens-là à l'équipe technique. Et ensuite, je prends pas la peine de le relire parce que sinon je vais m'emboucaner dans quelque chose alors que je sais que l'acteur va m'apporter, lui, beaucoup de sens aussi. Et qu'il va enrichir celui que j'avais déterminé. Donc je préfère ne plus le savoir. Alors Racine, Claudel, on va y revenir, Ibsen, Shakespeare. Vous mettez aussi en scène des opéras, ça je pense qu'on n'aura pas le temps d'y aller de ce côté-là. Mais Claudel, c'est quand on vous lit, quand on vous écoute. Pour préparer cet entretien, j'ai écouté des choses des émissions de radio qui datent il y a 12, 13, 15 ans. Il y a déjà Claudel. En fait, il y a toujours Claudel. Il y a toujours un moment où vous citez Claudel. On s'était dit à chaque fois qu'on cite Claudel, on met des rires ou des applaudissements en production. C'est drôle parce que c'est quand même... C'est un poète. C'est une langue dure, c'est un poète catholique. Est-ce que vous avez beaucoup parlé du Soulier de satin que vous venez de mettre en scène, pour lequel vous avez été maintes fois couronné, 5 Molières, etc. Et finalement, j'ai jamais vraiment entendu pourquoi Claudel. Donc je vous repose la question. Et vous pensez que je vous ai réservé la bonne réponse? Est-ce que vous le savez et que vous ne le dites pas, ou est-ce qu'en fait vous ne le savez pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a... Il n'y a pas une fascination, moi je vois surtout un compagnonnage, quelque chose de l'évidence ou de la reconnaissance. Je crois que j'ai dû déjà le dire, pardon Béline, mais il n'y a pas, il y a une espèce de choix. Je n'ai pas fait une thèse ou un mémoire sur Claudel au début de ma carrière en me disant j'adore. Pas du tout, c'est la récurrence de ce qui m'a été donné de faire. Voilà, quand j'ai fait l'échange, par exemple, j'avais le choix ou de jouer le Misanthrope, Alceste dans le Misanthrope, monté par Simon Haine, qui reprenait un spectacle qu'il avait déjà créé quelques années avant, ou l'échange. J'ai choisi l'échange. J'aurais pu choisir Alceste, donc j'aurais pas cette question-là. La récurrence, elle est hasardeuse. Vous croyez vraiment cela? Oui. Ensuite, le fait de réussir ces étapes-là, ou d'en faire quelque chose, ça c'est moins du hasard. Il y a sans doute aussi, on parlait en début d'émission du fait de se sentir chez soi. Tout d'un coup, cette impression de la maison de vacances ou de la maison en disant je pourrais habiter là pendant 90 ans, je serais bien. C'est une langue qui me va. C'est une langue que je comprends. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être un peu tétanisés par cette langue-là, où il y a beaucoup de gens qui ont un a priori de sérieux ou d'obscurité de cette langue-là, je ne l'ai pas. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très concret chez vous, de très artisan, de très chez Claudel, bricole. Et oui, mais ce n'est pas évident quand on lit Claudel. Oui, mais c'est plus évident quand on le voit, en tout cas quand on le voit monter par vous dans le Soulier de satin, mais ce n'est pas évident quand on le lit. Peut-être que Claudel... Peut-être que Claudel n'a pas besoin de gens savants ou d'universitaires ou de gens qui ont trop réfléchi sur sa langue ou qui en pensent quelque chose. Il a peut-être besoin de bricoleurs, de Gepetto,
ce que je suis peut-être plus là-dessus. Donc dans ce sens-là, je ne suis pas impressionné par cette matière-là. Mais sans vous dire pourquoi. C'est Suliane Brahim qui m'avait dit, mais c'est pour toi. Quand vous dites à quelqu'un c'est pour toi, c'est que vous observez, je ne sais pas, une connivence naturelle entre quelqu'un qui... On m'a dit aussi, tu lis bien Claudel, comme si je lisais à l'intérieur de ses répliques ce qu'il fallait jouer ou le sens profond de ces trucs-là, sans me laisser en peser par une langue qui pourrait paraître un peu haute, un peu trop poétique, un peu trop formelle, etc. J'ai jamais eu ce rapport-là, donc... C'est quelqu'un, parce que vous connaissez sa biographie, et en plus sa biographie traverse son œuvre, dont vous vous sentez proche. Oui. Son côté un peu rural, par exemple. Je sais pas, j'ai entendu des voix, sa voix, dans des enregistrements. Oui, absolument. Alors, Vous n'avez pas ça? Non. J'ai plein de cousins à la ferme avec qui j'ai beaucoup été travailler, mais je n'ai pas d'enfance dans une ferme du tout. Donc cette ruralité, je ne peux pas du tout la revendiquer, même si elle me fascine. Non, j'ai peut-être ces choses d'orgueil et de soumission. C'est en ça que je... C'est-à-dire vraiment ces thèmes... Il est catholique, je suis moi plutôt d'héritage protestant, et que... On plaisante toujours avec mes camarades Bertrand Couder et Didier Sandre. Vos camarades protestants, Mes camarades protestants, fils de pasteur, etc. Ou quand on s'est retrouvés à travailler sur la messe là-bas, se pencher, nous, sur le berceau du poète catholique, on disait, mais qu'est-ce qu'on fout là? Il y a un très beau texte qui a été monté en singulier. Mais je pense qu'il y a quelque chose chez Claudel de ce désir de soumission, qui est celui du croyant, de celui qui écrit l'œuvre exégète, qui veut tout comprendre, tout suivre, etc., lié à un orgueil incommensurable et un animal absolument rétif à tout ça. La différence entre les deux qui produit son théâtre, comme si c'est deux silex de vie qu'il est obligé de frotter, et les étincelles sont son théâtre. Ça, je le comprends. Peut-être qu'il y a en moi cette même injonction de soumission et ce même orgueil cavalcadant qui fait ce paradoxe. Voilà. Et que peut-être que je me reconnais là-dedans et que peut-être que je lis ce qui a l'air extrêmement beau, ce qui a l'air extrêmement déclaratif à l'aune de ce paradoxe-là, et que donc ça m'éclaire ou ça éclaire les répliques sans doute bien. Et puis ensuite, tout n'est pas intelligence quand on est acteur. Il y a aussi des choses qui vous vont. C'est comme des vêtements. Et quand on est metteur en scène, là je vous parle à vous, metteur en scène, de cette pièce, Le soulier de satin, vous parlez de comment on se comprend pas là, Éric. Je sens qu'on ne se comprend pas. Parce que vous me dites tout n'est pas qu'intelligence quand on est acteur, mais là je vous parlais de vous, metteur en scène. Pas uniquement de vous, acteurs, jouant. Non, c'est pareil. Il faut une dose d'intelligence, il faut lire les choses. Le metteur en scène est celui qui éclaire. C'est celui qui prend le temps de lire avant les autres ce que cette page veut dire, ou ce qu'elle semble vouloir dire, ou en tout cas les hypothèses sur lesquelles il faudrait travailler. En fait, de travailler sur la situation. Des fois, on ne pense pas assez, on lit quelque chose et puis on oublie quelle est la situation. Et que quand on a la situation, le texte se pose dessus d'une manière différente. Mais en tant que metteur en scène, c'est pareil. Il faut arrêter avec l'intelligence et sentir les choses. Suliane Brahim a quitté le rôle de Donia CTP à un moment de l'exploitation pour aller jouer Bérénice au Théâtre du Vieux-Colombier, mise en scène de Guy Cassir. Et c'est Edith Proust donc, qui a pris le rôle. Donc moi, j'étais censé savoir tout lui dire sur le rôle, vu que je l'avais travaillé avec Suliane. Et puis avec Suliane, elle travaillait profondément, en très bonne intelligence, en travail, etc. Et la simple présence d'Edith m'a fait découvrir des sens qui m'avaient totalement échappé. Donc on ne peut pas tout savoir avec l'intelligence. Il faut laisser de la place. Il faut laisser les choses advenir. Il n'y a pas si longtemps, un académicien metteur en scène me disait « Mais Éric, pourquoi tu leur dis pas ce que tu veux ?» Je ne comprenais pas cette question. Il disait « Tu sais ce que tu veux, tu n'as qu'à leur dire, comme ça tu ne perds pas de temps. »
Mais c'est pas ça la direction d'acteur. Puis la direction d'acteur, c'est s'ouvrir soi-même à la proposition de l'acteur. L'acteur, il a besoin d'être conduit, mais ce que l'acteur t'apporte, mais qui n'est pas du domaine, qui peut être du domaine de l'intelligence, de temps en temps, il a mieux lu la scène que toi. Et qu'il a mieux compris, et que tout d'un coup tu dis mais oui, j'avais pas pensé à cette chose-là non plus, mais sa simple intelligence, sa couleur de voix révèle des choses. Quand on écoute un texte par quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose que quand on le lit dans son jardin. Quand on le lit dans son jardin, on est d'accord avec soi-même. Donc finalement, on n'a jamais de curiosité à l'oreille. Tiens, j'avais pas entendu ce truc-là, parce que la tension de la voix, parce que la couleur de la voix ouvre des choses. Donc c'est pour ça que je relis jamais mes notes. Parce que si je les relis, en fait, je me mets un préalable. C'est ça que je dois obtenir. Tandis que quand je sais à peu près quel est l'horizon, et que tu n'as pas besoin d'obtenir quelque chose, c'est là où finalement tout arrive. Pendant longtemps, vous avez mis en scène, et c'était presque une souffrance. Il y avait beaucoup d'insatisfaction. Vous aviez du mal à revoir vos productions. Et je crois que Peer Gynt a été, paradoxalement, parce que c'était une énorme entreprise, au Palais Royal, au Grand Palais. Du Grand Palais, Peer Gynt a été à décoincer tout ça, à dénouer vos réticences à la mise en scène. Expliquez-moi un peu ce phénomène. Déjà, revenons 2 secondes sur Peer Gynt, ce grand projet, cette grande expérience théâtrale au Grand Palais, et en quoi finalement cette grande entreprise vous a libéré de tas de choses. Je peux peut-être dire au préalable de ce qu'elle a libéré. Effectivement, moi j'ai une compagnie. J'ai été ce qu'on appelle le 3e œil dans les écoles de théâtre. On me demandait de monter des choses, de voir des scènes pour les copains, etc., d'essayer de les diriger, parce que j'étais réputé avoir un œil un peu objectif, sans doute. Donc j'ai fait 2-3 choses lorsque j'étais à l'école. Et puis ensuite, oui, j'ai une compagnie. Je suis devenu très jeune, j'avais 25 ans, je crois, professeur à l'école Florent. Je suis tombé sur une promo merveilleuse, et on a travaillé sur un premier spectacle qui s'appelait sur le non-sens et le bonheur de Peter Handke. Et puis l'année suivante, on a travaillé sur un dictionnaire que j'avais découvert, un dictionnaire de Marina Voile. On est parti là-dessus, on a créé tout un spectacle de toutes pièces. La compagnie s'est créée, et puis on a créé ensuite un autre spectacle qui s'appelait les belles endormies du bord de Seine. Et puis ensuite, ils ont fait eux-mêmes un cabaret qui s'appelait Égophorie, puis c'est devenu une autre compagnie. Et effectivement, j'ai adoré travailler avec eux, j'ai adoré ça, mais alors, j'étais jeune, on travaillait sur des matières collectives, c'est ce qu'on appelait des créations collectives, donc on partait sans texte. De toute façon, j'avais une compagnie où il y avait 11 femmes et 10 garçons comme comédiennes et comédiens, donc il n'y a rien dans le répertoire qui correspond à ça, donc on s'écrivait des choses pour nous. Et je pense que j'écrivais beaucoup, moi, j'écrivais beaucoup plus que... sans doute plus que les autres, des parties du spectacle. Voilà. Texte à jouer. C'était collectif, mais il y avait comme une grosse proportion qui était de moi. Alors peut-être que cette matière m'était trop personnelle pour être objectif dessus. Mais oui, j'ai traversé, pourtant on a eu du succès, on était au Festival d'automne, on jouait dans des grandes salles, etc. Donc c'était magnifique pour nous de quitter l'école et d'arriver dans une réalité immédiatement en tant que metteur en scène, eux en tant que jeunes actrices et jeunes acteurs, c'était super. Mais moi, effectivement, il y avait un moment où je ne savais plus, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. C'est comme si j'avais un problème de direction et que je les amenais à faire des choses. Et puis quand ça jouait, c'était pas exactement ça. Je souffrais parce que j'ai l'impression qu'ils souffraient de mon manque d'indication, de mon manque de clarté. Je ne savais pas comment le corriger. Donc, et on était très amis, on vivait une très belle aventure. Donc je me sentais très responsable de ce malaise. Et puis effectivement, je remarquais qu'il n'y a pas une représentation que je regardais avec les 2 fesses sur la chaise. J'avais toujours une fesse comme inconfortable. Ouais, j'étais totalement inconfortable. C'était comme si je voyais un funambule qui allait se péter la gueule. Voilà. Et à un moment, je me suis dit, arrête de faire ça. Joue, fais ce qui te plaît. Pourquoi tu t'obstines sur un truc qui te vrille, qui te rend mal à l'aise, qui t'apporte de la douleur. Et j'ai arrêté pendant assez longtemps, pendant plusieurs années, j'ai arrêté de faire de la mise en scène à cause de ça. Alors il
il s'est passé plein de choses entre-temps. J'ai eu des enfants, j'ai fait une psychanalyse pendant 5 ans, assez balèze. Sans doute que tout ça a fait bouger un peu les plaques tectoniques. Mais effectivement, quand Mireille Mayet-Holz m'a proposé de faire un spectacle au Grand Palais, parce qu'il y avait le théâtre éphémère qui était sur les fontaines de Bury, entre Jardin du Palais Royal et Colonne de Buren, et qu'il y avait des travaux à la salle Richelieu, j'ai dit Per Gunt. J'étais fou, parce que c'était 5 heures avec, je sais pas, on était 25 sur le plateau, donc si j'arrivais pas à coller mes 2 fesses sur la chaise, j'allais vraiment me faire des torsions très très grandes, parce qu'en soi, c'est pas un truc facile à réussir, voilà. Et dès la couturière, je crois, j'avais les 2 fesses sur ma chaise, j'étais tranquille à regarder ça, en voyant des défauts, des qualités, etc., comme si j'avais appris, comme si les choses s'étaient déposées. Et c'est devenu une passion, et j'ai toujours eu ça maintenant. C'est comme si j'arrivais à... Je crois que je suis devenu un peu plus philosophe, et cette chose de maîtrise et d'y maîtriser est devenue une chose que je maîtrise plus maintenant. J'accepte plus l'y maîtriser, j'accepte plus d'accepter ce qui vient. J'en fais beaucoup mieux mon miel qu'avant. Et donc je suis beaucoup plus calme par rapport à ça. Et oui, Per Gunt a été, parce que encore une fois, c'était une grosse aventure, et mais c'est comme là, ce qui s'est passé avec le soulier de satin. Sur le papier, c'est impossible à monter, et tout ça c'est fait avec beaucoup de calme, et en plus, on n'était pas charrette, pas de retard. Alors que vraiment, sur le papier, il n'y avait pas assez de temps pour répéter. Les acteurs qui étaient en Chine, en tournée, par-ci, par-là, je ne les avais pas. Je devais tout répéter dans le désordre. Et répéter dans le désordre dans un spectacle où il y a 6-7 heures de jeu, c'est un gros désordre. Voilà. Donc, et on a réussi à faire, je crois, 2 filages et 2 couturières avant de jouer la première. Ce qui est très peu. Non, ce qui est totalement luxueux. Ah bon? Ah mais oui. Moi, j'ai fait plein de spectacles à la Comédie Française qui duraient 2 heures, et au moment de la couturière, c'était la première fois qu'on faisait toutes les scènes les unes après les autres, tellement on était en retard. Donc moi, sur le papier, je me disais, je vais être plus en retard. Ma grande angoisse, c'était d'avoir plus que 10 jours pour monter la 4e journée. Ma grande angoisse, c'était de m'apercevoir qu'il y avait 1h10 de jeu en trop, et que je devais couper dans le texte de tout le monde 3 jours avant la première, ce qui est toujours extrêmement violent. Et tout s'est fait, mais tout... Et comment vous l'expliquez ? Déjà, vous l'aviez quand même bien maturé, ouais, votre soulier alors de satin. Je l'explique parce que vous saviez ce que vous vouliez. Je sais mieux travailler que quand j'avais 20 ans. En tant qu'administrateur, je connais très bien les rouages de la maison. Je comprends que quelqu'un qui arrive à la Comédie Française, faire une mise en scène, se dise « alors, j'ai pas les acteurs tout le temps, mais comment je vais faire ?» Moi, je le sais. Et ça fait 32 ans que je vois les spectacles sortir alors que les acteurs ne sont pas là en même temps. Donc et j'ai fait partie de ces acteurs-là. Donc j'ai pas peur de cette matière. Je sais à quel point ils sont rapides, à quel point leur mémoire est bonne. Enfin voilà, il y a aucun problème là-dessus. Peut-être je l'ai réussi. Il me semble que j'ai senti ça comme un accord tacite entre la maison d'une certaine manière, mais la troupe, évidemment, parce que c'est celle avec qui je travaillais, mais même les postes techniques autour. C'est comme si tout le monde s'était dit « ça va bien se passer ». On décide que ça va bien se passer. Donc on met de côté toutes les petites urgences, les petits trucs, les petites soupes à la grimace qu'on a sur chaque truc. Je n'ai pas été considéré, mais tu m'as dit mardi, puis alors finalement c'est jeudi. Alors c'est quand même, jeudi, c'est quand même pas mardi. Enfin là, tout. Pourquoi ? Parce que le projet était tellement ambitieux, parce qu'il était tellement... Non, alors j'ai la forfanterie de croire que c'est parce que c'était mon dernier spectacle aux Français en tant qu'administrateur, et qu'il y avait une espèce comme un accord tacite en se disant on va se faire plaisir tous. Voilà, on ne va pas se gâcher ça. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, vis-à-vis de la troupe, je pense qu'il y avait cette chose-là. Et puis, il y a aussi la fierté de se dire, c'est nous, on fait un truc qui est super pas facile à faire autre part, voire impossible maintenant. On va se le fader, c'est nous qui allons le faire. Et je me dis quelquefois aussi que je me suis permis des choses parce que c'était ma dernière saison, en mise en scène même. La simplicité du truc... C'est-à-dire pas de décor, ouais, quasiment. Pas de décor, la simplicité, la confiance accordée, les fraises, le chant ensemble, etc., la manière de travailler. Je pense que je ne me serais pas accordé ça en me disant « je suis administrateur, il ne faut pas que je crée de précédent, il faut que je fasse attention, ce que je me permets, il ne faut pas que les autres se disent « ah ben oui, mais lui se le permet, puis nous on ne peut pas se le permettre ». Enfin voilà. Là où en tant qu'administrateur, j'ai des radars un petit peu partout dans ce sens-là, ne pas me servir en premier,
voilà, toutes ces peurs qu'on peut avoir quand on dirige les choses pour essayer d'être le plus égalitaire possible ou le plus exemplaire possible. C'est pas là que je m'en foutais, mais j'ai retrouvé une légèreté que je pouvais avoir il y a de nombreuses années, parce que le premier spectacle de cette compagnie dont je vous parlais, qui s'appelait Du désavantage du vent, c'était un spectacle extrêmement léger, parce qu'on n'avait pas de décor, j'avais bricolé des trucs dans le garage, et extrêmement joyeux, extrêmement risqué, mais avec beaucoup de joie. Et quand j'ai retravaillé sur le sujet de satin, je me souvenais de cette ambiance-là, comme si j'avais retrouvé mes premiers amours, ou vraiment mon enfance de l'art, je ne sais pas comment dire ça. Pour un scénographe qui a quand même signé un certain nombre de décors mémorables, la vie de Galilée, le décor de Cyrano, qui était très foisonnant, vous avez aussi celui du bourgeois gentilhomme, celui de Lucrèce bourgeois, qui est plus épuré. Lucrèce bourgeois. J'ai dit Lucrèce bourgeois. Ouais. Attendez. Alors, Lucrèce gentilhomme. Le Borgia gentilhomme et Lucrèce bourgeois. Absolument. Est-ce que c'est de la dyslexie, ça? Non, c'est trop de temps à la Comédie Française. Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres. Ça, c'était le spectacle de Julie Deliquet. Ouais. Et puis, vous finissez avec votre soulier de satin, donc qui est quand même un projet finalement infiniment personnel où des tas de choses convergent, qui vous ressemblent. Il y a la mer, il y a l'idée du voyage, il y a le collectif, il y a l'artisanal, il y a le grain, la fatigue, toutes ces choses qui peuvent sinon vous résumer, en tout cas, faire partie de votre définition. La fatigue. La fatigue des objets. Vous aimez bien les objets fatigués dans vos scénographies. L'usure du monde. Voilà, je ne parlais pas du tout de vous, ni de la tête que vous avez ce matin. Et finalement, vous finissez avec vous, grand scénographe quand même. C'est une part qu'on a un peu éludée dans cet entretien, mais vous finissez avec quasiment pas de décor. Ce spectacle, il y a des tentures, vous faites travailler les ateliers de sarcelles que vous aimez tant, il y a des choses, vous jouez avec tout ça, mais il n'y a pas de décor. Des toiles peintes. Oui, il y a quelque chose. On aurait fait des bourdins pendant cet entretien. Oui, il n'y a pas de décor, et puis en même temps, c'est de l'espace. Donc, le scénographe peut être convoqué sur un chorégraphe est un scénographe. En soi, l'utilisation d'un plateau, les corps sur un plateau, c'est déjà une géographie qui a à voir avec l'espace. Donc, on peut rajouter des choses. Puis, il y avait quand même pas mal de choses. Le fait de changer les espaces avec de la fumée, avec de la lumière, c'est de la scénographie aussi. C'est-à-dire, c'est toute ma complicité avec Bertrand Couder pour se dire, OK, on n'aura pas de changement là, même de mobilier, donc comment est-ce qu'on peut faire basculer la chose? Tout ça, c'est de la scénographie. Donc, le son, c'est de la scénographie? On a reçu, alors, peut-être que je me l'attribue d'une manière totalement indue, mais on a reçu un Molière de la création visuelle et sonore. Et donc, dedans, il y a la lumière, le costume, le son, la musique, etc. Et la scénographie, je me l'attribue. Je me l'attribue. Je n'ai pas l'impression de ne pas avoir fait de décor. J'ai eu l'impression d'en avoir beaucoup moins que d'habitude. J'ai eu l'impression de devoir me mettre dans un pari de recyclerie que je trouvais intéressante, en plus, de ne prendre que des choses que nous avions à la Comédie Française. Mais tout ça, c'est quand même c'est de l'air, c'est de l'espace, c'est du volume, c'est de la densité, c'est de l'aéré. Tout ça, c'est des notions scénographiques. Et je ne l'ai pas fait par dépit. Je pense que ça aurait été une erreur que d'en faire. Et que la contrainte d'avoir les ateliers de décor fermés en rétroplanning au moment où il aurait fallu faire un décor pour cette période-là était plutôt une chance. Parce que j'ai fait le dernier décor que j'ai fait pour le Français juste avant, c'était le Suicidé pour Stéphane Verrupen. C'était pas un petit décor. Donc, je suis pas en train de devenir vous n'allez pas vers les plus en plus épuré. Voilà. Non, je pense que c'est plutôt les notions budgétaires qui vont nous amener à l'épure. Alors le budget, justement, dites donc, en tant qu'administrateur général, vous disiez que vous étiez mauvais en maths, mais il a fallu quand même vous y mettre. C'est Souliers de satin, votre dernier spectacle à la Comédie Française, à la fin de ce 3e mandat d'administrateur général, qui est une part importante dans votre parcours. En 2013, vous êtes nommé par le président de la République. En 2014, vous êtes nommé par le président de la République, administrateur général de la Comédie Française. Vous quittez la troupe, ce qui n'était pas obligé. Je crois que vous décidez de le faire. Je la quitte en 16, je crois. Vous devenez sociétaire honoraire. Il sont bien sympathiques, vos camarades, puisqu'ils décident de vous donner ce titre, puisque au terme de 20 ans, on peut devenir sociétaire honoraire. Et vous vous lancez... Je dois à la vérité le dire qu'il n'est pas simple pour eux de ne pas être sympathique avec leur administrateur.
à ce moment-là. C'est pas simple de dire non, finalement, on va pas te faire passer honoraire. Alors que on est dans une démocratie absolue à la Comédie Française. Ils auraient pu décider de retenir. Ils auraient pu, voilà. absolument. Vous lancez donc dans cette entreprise passionnante qui a quand même épuisé un certain nombre de vos prédécesseurs et prédécesseuses. Je ne sais pas dans quel état d'épuisement vous êtes, mais vous n'avez pas l'air absolument éreinté. Qu'est-ce que vous laissez en 2014 ? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous quand vous êtes nommé administrateur général ? Quelle part de ce que vous avez déjà fait ou de ce que vous êtes vous laissez de côté pour laisser de la place à cette nouvelle fonction qui est bien plus qu'une fonction ? Rien. Même pas la rigolade ? Non. Une autre forme de rigolade. Non, mais non. Même pas la légèreté ? J'ai la chance... non, pas la légèreté non plus. Ça, c'est vraiment le muscle le plus important à garder. Mais mon caractère est ainsi fait que je ne fais jamais la somme des sacrifices. Je ne vois pas les choses comme des sacrifices. Ou alors c'est la chance que j'ai eue dans la vie d'avoir des propositions tellement extraordinaires que je n'ai jamais eu de frustration dans ce sens-là. Et de même que je vous disais tout à l'heure que quand j'étais jeune scénographe, je me disais « Oh là là, le jour où je ferai un décor à Garnier ». J'ai fait 2 décors à Garnier, je ne m'en souviens pas. J'ai rien en plus. C'est des médailles en chocolat, tout ça. C'est des trucs, une fois qu'on les fait, en fait, c'est du travail. Une fois qu'on a fini de travailler, on est sur autre chose. Donc, je cumule jamais les choses en me disant « Oh là là, cette part-là, je vais la perdre, ça va être terrible. » Est-ce que c'est pas, pardon, parce que vous travaillez beaucoup que finalement, vous ne prenez pas le temps de vous poser sur ce qui était avant, sur ce qui va venir ? Oui, peut-être. Mais il y a aussi, je pense que... je sais pas, mon éducation, mon caractère, mon côté oublieux, j'en sais rien, fait que je ne me repose jamais sur des lauriers, pas dans le sens où je retravaille toujours les choses, mais mon CV ne me sert de rien, je sais pas comment dire ça, je n'arrive pas à m'appuyer dessus. Et je fais pas partie de ces gens en disant il y a que le futur qui m'intéresse, jamais le passé, je peux tout à fait être passéiste sur plein de trucs, mais j'ai cette chance-là de ne pas cumuler bêtement. Donc moi, j'ai vu ça comme un intérêt nouveau, dingue. Et puis, j'ai pas perdu grand-chose. J'ai continué à jouer un peu au cinéma. J'ai joué Lucrèce Borgia. Plus mis au cinéma, du coup. Non, j'en faisais un peu déjà, mais les quelques jours de tournage que j'ai glanés par-ci, par-là, et qui n'étaient pas contradictoires par rapport à ce que j'avais fait aux Français, parce que pas à l'étranger, parce que pas cette semaine de tournage. Enfin voilà, je les ai fait avec beaucoup de bonheur. J'ai continué à faire des lectures. J'ai joué un peu au français. Donc, quand vous reprenez Lucrèce Bourgeois, avec Elsa Le Poivre, il y avait beaucoup de jubilation quand même. Bon, en plus, il y a cette scène fameuse que vous adorez jouer ensemble. Oui, mais la jubilation, je l'espère, elle vient aussi avec l'âge. On veut toujours obtenir des choses, donc on est toujours dans un effort constant. Et puis il y a un moment, quand on a la chance de faire carrière, cette obtention, elle devient un peu... On a eu les choses, donc on rentre dans une philosophie plus grande et que la jubilation, elle peut se poser beaucoup plus simplement. J'ai cette chance-là. Et puis oui, évidemment que entre présenter une saison où j'ai un conducteur, mais j'invente un peu la manière parce que je déteste lire les choses, mais ça reste une improvisation qui peut être pas bonne, voilà, où il y a un petit risque là-dessus. Lucrèce Borgia, je sais mon texte, donc c'est du tout cuit, je sais pas comment dire ça. Et puis c'est vrai que c'est un endroit de liberté, le plateau, où tu peux, chez Hugo, le monstre, il est possible, il est presque requis. Donc faire des choses monstrueuses et jubilatoires, alors que je pourrais absolument pas me les permettre à l'extérieur, ça fait du bien, c'est un exutoire. Puis c'est un métier que j'ai pas décidé de chanter. Je déciderai de le chanter pas par frustration ou pas par stratégie. C'est quand tout d'un coup ce ressort-là, il sera mou. Peut-être un moment où j'en aurai plus envie, mais pour l'instant pas du tout. Mais enfin, pourquoi ne pouvez-vous pas m'accorder quelque chose d'aussi insignifiant que la vie de ce capitaine? Vous me demandez pourquoi, mon amour? Oui, pourquoi? Parce que ce capitaine est votre amant, madame. Ciel. Parce que vous l'avez été chercher à Venise,
Parce que vous l'iriez chercher en enfer. Parce que je vous ai suivi pendant que vous le suiviez. Parce que je vous ai vu, masquée et haletante, courir après lui comme la louve après sa proie. Parce que, tout à l'heure encore, vous le couviez d'un regard plein de pleurs et plein de flammes. Parce que vous vous êtes prostituée à lui, sans aucun doute, madame. Parce que c'est assez de honte et d'infamie et d'adultère comme cela. Parce qu'il est temps que je venge mon honneur et que je fasse couler autour de mon lit un fossé de sang. Entendez-vous, madame? Don Alphonse! Taisez-vous! Veillez sur vos amants, désormais, Lucrèce. La porte par laquelle on entre dans votre chambre de nuit, mettez-y tel huissier qu'il vous plaira, mais à la porte par où l'on sort, il y aura désormais un portier de mon choix. Le bourreau. Monseigneur, je vous jure. Ne jurez pas, hein, les serments, cela est bon à dire au peuple. Hein. Ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là. Si vous saviez. Tenez, madame. Je hais toute votre abominable famille de Borgia. Donc pendant 11 ans, alors il y a quand même eu 2-3 choses, hein, des grèves, des Covid, des fermetures de théâtre. Quelques mots d'Égypte. Voilà, vous ouvrez... Des plaies d'Égypte. Vous ouvrez les portes quand même, vous ouvrez les fenêtres, vous oxygénez à votre façon, à la fois la programmation, les artistes invités, la troupe. Vous réussissez à convaincre un certain nombre de, on peut le dire, de grandes stars du théâtre international à s'intéresser à votre théâtre, à cet endroit, à venir. Donc Ivo Van Hove, Thomas Ostermayer, Desplechin, il y a eu Christiane Jataï, il y a eu Guy Cassirs, Lars Noren. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce que vous leur promettez? Comment est-ce que tout d'un coup, hop, on ouvre et ça marche? S'il y avait une recette et qu'on pouvait la déposer... Comment vous leur présentez les choses? Quelles discussions sont les vôtres? Il y a de l'événementiel là-dedans. Il y a aussi des choses, on peut rêver en stratégie, mais ensuite, elles existent ou elles n'existent pas. Il y a aussi ça. Je reviens à cette notion d'avoir travaillé d'abord pour regarder comment ça se passe. Pour moi, c'est une clé. Je dis bien pour moi. Mes réponses-là, à l'aube de l'administration de Clément, qui va faire avec sa nature absolument autrement. Donc je ne voudrais surtout pas que ce que je raconte de mon expérience soit un viatique ou un contre-viatique. C'est en ça que je dis, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de marque déposée là-dessus. J'ai plutôt eu l'impression de diriger comme je suis, de ne pas devoir couder ma nature là-dessus. Ma nature, elle est laborieuse, donc j'ai beaucoup travaillé à un moment pour savoir ce que, à peu près, je voulais faire. Et d'aucuns me disent, tu l'as réussi. Sauf que j'ai totalement oublié, parce qu'ensuite, c'est que des chemins de détour. Je fais avec la réalité. Ivo Van Hove, quand je le vois, qu'est-ce qui se passe? Je le vois, j'étais persuadé que j'allais voir un flamand avec des piercings. Et puis Ivo, c'est pas le même du tout. Non, on est un peu loin du compte. Oui. On était un peu loin du compte. La première discussion était un peu difficile. Le temps que je le cerne un petit peu. Et puis en fait, j'ai eu la bonne phrase à un moment. Je lui ai dit, mais n'hésitez pas à me proposer ce dont vous avez pris l'habitude, c'est-à-dire d'aller chercher dans le répertoire cinématographique ce que vous pouvez faire venir au théâtre. Et là, il a écarté les yeux en disant, je peux faire ça? Parce qu'il devait sans doute penser qu'à la Comédie Française, ça ne se faisait pas. On faisait le répertoire. Je ne sais pas ce qu'on lui avait raconté sur la Comédie Française. Et donc ça, j'ai gagné cette chose-là. Et ensuite, c'est les forces de cette maison. Ensuite, oui, j'ai été voir... je suis allé à Amsterdam, j'ai vu ses spectacles. Et puis je lui ai écrit, j'insiste beaucoup là-dessus, mais je pense qu'une des clés de mon administration, ça aurait été la confiance. La confiance accordée, ça donne des miracles, pour moi. Ça peut donner des bugs, mais ça donne beaucoup plus de miracles que de bugs. C'est-à-dire à savoir que quand tu vas chercher des gens dont tu as vu le travail, déjà ils se disent que tu n'es pas en train de faire un coup de prod, ou parce qu'on parle de toi, ou parce que truc et machin, ou parce que tu viens de passer dans le journal. Ils ont l'impression que c'est la personne qui vient les chercher sur le théâtre qu'on est en train de faire. Ensuite, quand j'écris, j'essaie de faire en sorte de faire une critique éclairée de ce que j'ai aimé.
pour essayer de leur prouver que je suis quelqu'un qui parle de matière et de théâtre et que c'est ça qui m'intéresse avant tout. Donc ils ont l'impression de venir dans une connexion, pas avec que de la production, pas autre chose. Et puis ensuite, je les laisse travailler. Je ne les marque pas à la culotte, comme on dit au foot, au maillot. Je les laisse travailler. C'est-à-dire, une fois que j'ai accordé ma confiance, je me dis, il faut que ces gens-là développent le théâtre que j'ai aimé. Et si leur tempi de ça, de comment ils font pour travailler, c'est pas à moi de leur dire. Donc j'essaie d'être présent et ensuite discret. Et Ivo, en fait, ça a marché, c'est tout. C'était un gros pari. C'était à la cour d'honneur. En termes techniques, sur le son, la diffusion, le cadrage, etc., on était à la ramasse. Donc ça nous a mis un coup de boost énorme techniquement. Puis ensuite, Thomas Oestermeyer est venu aussi parce que Ivo était venu. C'est des choses, ils se sont tous dit, en tout cas, tous ceux qui tournent dans énormément de pays, dans plein de grands lieux, plein de grands festivals, se sont dit, parce qu'Ivo était venu, on ne savait pas qu'on pouvait travailler ou proposer ça à la Comédie Française. Si ça avait été un ratage, le robinet se serait refermé tout de suite. Donc, je pense que oui, il y a eu cette chose-là, et puis il y a aussi la conscience que la troupe est formidablement réactive, et que je connais mes camarades de la troupe parce que j'en ai été, et qu'on adore ne pas savoir, on adore être stressé parce qu'il y a une nouvelle méthodologie, est-ce qu'on arrivera à le faire, c'est quoi les patères de Julie Deliquet, c'est quoi les préquels d'Elsa Grana, c'est quoi le storytelling voilà, tous ces trucs-là qui sont pas nos écoles, tout d'un coup on a envie de savoir, de réagir, de tenir notre rang, de réussir à être bon, et donc j'ai jamais de soucis en me disant toutes ces metteuses et metteurs en scène peuvent avoir des peurs vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis du côté symbolique de la maison, institutionnel, etc. Mais je sais quand ils vont découvrir les acteurs, ça va aller très bien, parce qu'ils sont très forts. Justement, beaucoup de metteuses en scène, vous citiez Julie Deliquet, Marie Raymond, Pauline Bureau, Lisa Boa-Oubrecht, Sylvia Costa, Johanna Boyer, une espèce de liste à la Prévert, Justine Henneman, Maëlle Poésie, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes. Ça fait partie des choses que vous avez apportées, et puis une ouverture de la troupe, qui tout d'un coup était un peu plus proche, pas encore, de ce à quoi peut ressembler la société mais ça aussi, française. C'est quand même un travail de fond et de confiance, mais aussi de persuasion. Oui et non. Je ne peux pas dire que je n'y ai pas pensé. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas voulu. Ça faisait partie de votre projet. Oui, mais moi, je déteste les déclarations d'intention, je déteste faire des coups pour remplir des cases, je déteste ça. J'ai eu la chance, pour travailler sur la diversité, de rencontrer des jeunes actrices et acteurs qui étaient magnifiquement formés et qui étaient là. Là, je viens de faire un jury au conservatoire. Il y avait de jeunes acteurs de couleur extraordinaires. On a tous mis 5 directement parce que c'était les meilleurs de la journée. C'est même pas de la discrimination positive, c'est qu'ils sont là. Ils sont là. Et de temps en temps, ils sont même là avec des atouts que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que les 2 gars que j'ai vus passer, ils n'avaient pas de mauvaise culture de théâtre. On les avait peu emmenés au théâtre, donc ils n'avaient pas un acteur, ça fait tel geste ou telle inflexion de voix. Ils étaient brut de décoffrage et justement absolument extraordinaire sur la situation. Donc, j'ai pas eu de problème. Ensuite, je peux avoir des problèmes, je peux me gourer, mais comme avec n'importe quelle actrice ou acteur. Prendre un jeune acteur, une jeune actrice, savoir si la grève va prendre ou pas, si ça va bien se passer. Bon, c'est toujours un peu un pari sur l'avenir. Et puis pour les metteurs en scène, je l'ai dit, c'est pas une manière de rendre ça politique ou la plupart du temps. Alors, j'ai eu aucun problème à les inviter à ce qu'elles me racontent des projets dans le bureau de la production. Ça, évidemment, j'en avais très envie. Mais j'ai beaucoup été au théâtre. J'ai vu beaucoup de jeunes metteuses en scène au théâtre, même parce que j'allais voir du théâtre émergent, et que dans le théâtre émergent, tu as énormément de jeunes metteuses en scène. Elles sont là. Et puis, dans les projets qui m'étaient proposés, c'était la plupart du temps les meilleurs, les plus singuliers, les plus intéressants, les mieux exprimés. Avec des jeunes femmes qui se sentaient absolument légitimes à venir travailler là. Donc
Oui, je l'ai fait, et en même temps, j'ai pas dû batailler comme un dingue, prendre des risques pas possibles avec des jeunes gens dont j'aurais pas vu le travail. C'est des jeunes femmes dont j'avais vu le travail déjà, puis la discussion en plus, puis le travail sur quel titre, etc. C'était assez simple à faire. Je me suis aperçu d'une chose que je n'avais pas anticipé, c'est que beaucoup d'entre eux aussi, je peux mettre de jeunes hommes, sont devenus depuis directeurs et directrices. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que le fait que la Comédie Française, encore une fois, je ne l'avais pas anticipé, mais serve un peu de pied d'appel, parce que je pense que c'est une des premières fois qu'ils rentrent dans une institution qui leur permet de travailler leur esthétique différemment, parce que c'est pas des décors à la débrouille, c'est des décors qu'on peut concevoir, faire des maquettes et faire réaliser. Parce qu'il y a les ateliers de costumes, absolument. Il y a des techniciens hors pair. Parce qu'il y a du budget aussi, tout bêtement. Et puis, la découverte d'un rétro-planning, de qu'est-ce que c'est que des réunions de prod, des réunions de com, etc. Quels sont les tenants, les aboutissants, à quel moment il faut le faire, etc. Comment il faut répondre. Le fait de travailler avec des équipes constituées aussi. Tout d'un coup, il n'y a pas juste quelqu'un avec 2-3 personnes qui tournent autour, mais qui ne sont pas là tout le temps, d'avoir des gens qui sont là tout le temps autour du spectacle. Mais je pense que tout d'un coup, je sais pas, c'est comme le plongeoir des 3 mètres. Une fois que tu l'as fait, tu trouves ça rigolo. Et on a été le premier plongeur des 3 mètres, tout d'un coup, de travailler dans une institution, de pouvoir diriger aussi, se dire, OK, je vois à peu près ce que c'est, je l'ai vu en grand là au Français, là, ça sera peut-être plus maîtrisable, mais je vois à peu près comment c'est constitué. Je trouve ça super chouette. Qu'est-ce qu'il faut pour tenir ce poste, pour l'apprécier si longtemps? Parce que vous avez 11 ans, c'est très long. Est-ce qu'il faut le sens du sacrifice, le sens du collectif? Il faut de l'ambition? Il faut un cerveau qui comprend les lignes budgétaires, qui est capable de faire du management? Il faut faire en sorte, et c'est sans doute une question un peu de volonté, d'appréciation, de réflexe de lecture, il faut faire en sorte que le ratio entre les emmerdements et les émerveillements reste positif du côté des emmerveillements. Des emmerveillements, j'ai dit, c'est magnifique comme lapsus. Balle au centre. Des émerveillements, je voulais dire. Ah, il est chouette celui-là. Ça vaut Lucrèce Bourgeois. Un partout. J'aime bien Lucrèce Bourgeois. Oui, mais ça, ça c'est très important. Garder de la philosophie. Ce qui est génialement... ce poste est génial à cause des 70-80 métiers, à cause des rapports à la tutelle, des rapports à la troupe, des rapports aux metteurs en scène, etc. Ce qu'on peut observer du monde, des relations entre les gens, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est extraordinaire. Quand tu es curieux de cette chose-là, c'est quand même un poste où tu vois comment les choses se font. Des fois, tu le vois avec tristesse, souvent avec joie, avec espoir, mais c'est une... oui, c'est quand tu aimes les rapports humains, avec tout ce que ça comporte de rapports humains, avec toute la part négative aussi, c'est une place vraiment extraordinaire. Tu sais, le fait de savoir pourquoi les gens sont en colère, pourquoi ils sont angoissés, d'essayer de soulever les plaques pour se dire « Ah, c'est ça, en fait, qui se passe vraiment ». C'est de la sociologie aussi, c'est des études de sociologie, de philosophie artistique, évidemment, de mécanique aussi. J'ai appris, grâce à mon métier, que j'étais quadrimodal. Je ne le savais pas du tout. Alors, les quadrimodales, je n'ai pas toujours compris ce que c'était, mais on fait des études. Il y a des gens qui viennent vous aider de temps en temps de l'extérieur quand vous avez un problème relationnel dans un comité de direction, dans un service où il y a des dysfonctionnements alors que les gens sont très forts. Mais qu'est-ce qui dysfonctionne? Donc il y a des gens qui arrivent de l'extérieur qui sont spécialistes et ils commencent toujours par vous faire un test qui est assez rapide, 50 questions à répondre en 10 minutes. Et de ça, ils tirent une sorte de camembert qui vous dit à quel point vous êtes plus social, que voilà, il y a des différentes qualités de sociabilité, des qualités de synthèse aussi, de concret aussi, voilà, des choses comme ça. Et j'ai eu un résultat... où ce monsieur m'a dit c'est assez rare, vous êtes quadrimodal. C'est-à-dire, j'ai un super camembert, j'ai des quarts partout, quoi. J'ai un trivial poursuite.
Oui, j'ai une image de Trivial Pursuit, c'est-à-dire vous êtes à égalité sur chaque poste. Ce qui fait que c'est pas sans doute pour rien que je me retrouve à ce poste-là, c'est que j'arrive à comprendre la logique des gens. Ce qui dysfonctionne, c'est quand vous êtes tellement dans une logique et votre vis-à-vis tellement dans une autre que vous ne pouvez pas comprendre le problème qu'il a. À partir du moment où j'ai aussi un pied de son côté, où je peux comprendre sa manière de penser, où je peux comprendre pourquoi il en arrive à cette logique-là, ça permet sans doute mieux de désamorcer ou de considérer. Voilà. Alors, c'est pas le moment encore, mais dans quelques semaines, vous allez quitter cette maison, vous serez sociétaire honoraire, mais ça veut dire que vous pourrez revenir, jouer, sans doute mettre en scène, peut-être scénographe, mais voilà, vous allez faire ailleurs. À quoi vous avez envie de participer maintenant, puisque vous aimez bien participer? Est-ce que c'est trop tôt pour en parler? C'est trop tôt. J'ai vraiment besoin... Là, il y a plein de rendez-vous, de choses que je vois passer en me disant « Ah, ça, je ne le ferai plus ». Mais ça se trouve, dans 6 mois, je me dirais « J'aimais tellement ces ennuis, ces équations impossibles à résoudre qui me passaient sous le nez tous les matins. » Donc, je ne sais pas ce qui va ce qui va me manquer. J'ai besoin de... C'est long, 11 ans. 11 ans, et puis en 11 ans, je me suis fait cette réflexion-là l'autre fois. En fait, on est porte-parole quand on dirige. Parce que cette maison ne travaille pas toute seule. Elle travaille avec le public, elle travaille avec les tutelles, avec l'État français, avec du mécénat. Donc en fait, au bout d'un moment, on n'est que le porte-parole de logique collégiale, de stratégie commune, etc. Et que je m'aperçois que je ne sais plus exactement ce que j'en pense, moi. Parce que ça fait 11 ans que je ne me pose plus la question de ce que j'en pense, que quand vous devez défendre quelque chose et que vous ne le pensez pas profondément, ça vous rajoute un caillou dans la chaussure alors que vous devez le défendre quand même. Donc c'est assez inconfortable. Donc qu'est-ce qui me meut ? Qu'est-ce qui m'intéresse fondamentalement et qu'est-ce qui m'aura juste intéressé parce que c'était sur la feuille comme ça et qu'il y a des équations intellectuellement qui sont super intéressantes, mais en même temps, voilà, ça vous marque pas à vie. Donc ça, j'ai besoin d'un temps pour voir ça. Une zone tampon. Ouais. Et puis, je me disais ça aussi, simul et singulis. Voilà, cet art d'être ensemble et de rester singulier. Qui est la devise de la troupe. Voilà. J'ai fait beaucoup de simul. Vous avez été très seul. Un grand plat de simul. Bien accompagné, mais très seul. Ben oui, puis bien très seul, mais pour du bien commun. Alors avec des ratages, des réussites, évidemment. Mais en tant qu'administrateur général, dans le général, il y a le simul qui est marqué en caractère gras. Et là, je vais être rendu à mon singulis. Et je ne sais pas du tout si ça va me faire plaisir ou pas. Je vais peut-être me redécouvrir des qualités singuliers ou tout d'un coup faire ce que je veux dans le temps où je veux, lire ce que je veux, me balader quand je veux, accepter telle chose ou pas, etc. Va m'être un bonheur infini. Mon petit doigt me dit que je suis un peu taillé pour le simul et que, plus là, si je vois mes enfants en disant « Enfin, je vais revenir », ils vont tous me dire « Écoute, papa, on est des jeunes adultes. Oui, voilà. T'as un peu loupé le wagon. Ce serait bien que tu arrêtes de venir dans nos soirées. » Et de nous demander à quelle heure on rentre. Voilà. Donc ça, je pense que j'ai dû louper cette étape-là. Donc ce ne sera pas sans doute ce simul-là. Alors ça ne veut pas dire rediriger quelque chose, mais... la pédagogie m'intéresse beaucoup, donc il y a peut-être des choses qui vont revenir comme ça, mais j'ai besoin, pour l'instant j'intellectualise les choses, d'autant plus qu'on me le demande à peu près 5 fois par jour. Donc 5 fois par jour, en fait, je ne sais pas comment répondre, et je pense que la clé est de passer un petit peu de temps et de me laisser ressentir. On parlait de l'intelligence et de laisser au hasard un peu des choses, et que sa non-intelligence puisse exister aussi, donc j'ai aussi besoin de la laisser parler. Pour savoir. Merci infiniment, Éric Ruch. Je voudrais, moi, vous dire un grand merci. C'est pour ça que je cherchais ma feuille, parce que je n'allais pas pouvoir improviser. De votre temps aujourd'hui, vous nous avez consacré beaucoup de temps, et puis de votre fidélité, de m'avoir permis pendant ces années, quelques années, je crois 5 années, j'ai un peu zoné comme ça autour de vous, de la Comédie Française, de vous observer, œuvrer, tenir à des moments parfois tendus et diriger cette maison en poète et en artisan. Je cite des mots que j'ai lus dans un papier du Monde vous concernant, apparu il y a peu, en poète et en artisan et pas en homme de pouvoir.
Je trouvais que c'était une phrase qui vous résumait bien. Voilà, ça a été une très très belle aventure professionnelle et humaine, on peut le dire comme ça. Voilà, sans avoir les larmes aux yeux, parce que nous sommes tout à fait pudiques. Donc merci pour cela infiniment. Et merci Béline. Merci bien sûr. C'est très gentil. Mais oui. Je suis dans un bureau de podcast. Là. Oui, non, vous êtes dans une salle de répétition. Un bureau de podcast, voilà, je prouve immédiatement ma méconnaissance. Voilà. Les spécialistes rient beaucoup de ma bévue. Nous faisons un podcast. Voilà, c'est sérieux comme travail. C'est bien, c'est sérieux comme travail. Mais si on m'avait dit en 2014 que je vous connaîtrais, que ces postes-là feraient partie maintenant intégrante de la Comédie Française et que j'ai pas de problème avec le pouvoir. Ça, je crois que c'est essentiel. Ou des signes de pouvoir, j'ai la chance que c'est même pas une décision pour être un honnête homme, c'est que ça ne me touche pas en fait, ça m'intéresse pas. D'où la facilité à la délégation, mais surtout, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et que ces domaines-là, qui ne sont pas du tout les miens, et qui, je pense, ne deviendront jamais, même. Si vous serez peut-être influenceur à un moment donné. Dont vous avez fait preuve auprès de moi. Voilà, ça, par exemple, avoir dirigé une maison dans laquelle, à ce moment-là, ont dû se développer, pour plein de raisons et plein de vertus, cette communication au public, notamment. Je ne l'aurais pas imaginé. Et comme ce n'est pas mes domaines de prédilection, si je n'y étais pas passé, si je n'avais pas été là, je n'aurais pas pu les observer et m'y intéresser, pour le coup. Et ça, c'est quoi la chance d'être à la tête de cette maison? C'est ça aussi, c'est de voir aussi défiler ce que vous n'aviez pas prévu, ce que vous concédez absolument comme étant très important, alors que pour vous, ça ne l'est pas forcément, mais que vous dites, ok, c'est pas mon truc, moi je n'y suis pas, mais je vois absolument quelle est la logique et la pertinence. Ça, c'est pas donné à tout le monde, donc j'ai été très privilégié pour ça, sur plein de services, mais notamment ceux-là qui sont très émergents. On parle du numérique en fait, parce que c'est quelque chose dont qu'on a peu évoqué. Mais on parle du bureau des podcasts. Le bureau des podcasts et non pas le Politburo. Mais j'aimerais bien qu'on appelle ça bureau des podcasts, ça me ferait plaisir. On se rapproche du bureau des légendes. Et ça m'a permis de te rencontrer, Béline, aussi, et c'était une chance. Bon, bref. Merci, Eric. Bref. Merci, Béline. Et merci beaucoup à Zélie et à Andrea qui sourient derrière dès que je leur tape platine. Sur la table. Voilà. Et dès qu'Eric tape sur la table, elle se regarde. C'est la fin de la saison des podcasts. Bon été. Bon été à vous. Merci.